Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Morgane et Mo. Ça va les gars, la pleine forme? Tout va bien? La forme. Super. Merci de nous accueillir. Ben, Grand merci, ouais. un grand merci à vous aussi d'être présent. Pierre qui est encore là aujourd'hui de la team 1000% qu'on connaît par cœur maintenant. Ça va Pierrot, la forme? Très très bien, tout va bien. Aujourd'hui, on Salut va les parler gars. d'un Yo. Aujourd'hui, on va Hello. parler d'un sujet hyper intéressant. On va parler vraiment de perte de poids, mais surtout, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une nuance et on va justement en parler, ça va être de perte de gras aussi. Voir la nuance qu'il y a entre les deux, ça va être intéressant. Donc, l'intérêt vraiment de ce podcast, on présentera bien sûr Mo et Morgan après, tranquillement, ils prendront le temps de vous expliquer un petit peu leur parcours et leur histoire. On verra dans un premier temps les principes de base, les mécanismes justement pour perdre du gras, pour essayer de comprendre un petit peu la philosophie. Et après, deux parties très pratiques. On va parler alimentation, qu'est-ce qu'on mange, comment on construit ses repas. Et après, vraiment l'activité physique. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est forcément nécessaire? On en parlera justement et on aura la vision du coup, c'est les deux mots en fait. Il y a Mo et il y a Morgan, on va dire les deux mots. Donc c'est Momo. parfait. Nickel. Mais les gars, je vous laisse vous présenter pour les auditeurs de 2000% qui ne vous connaissent pas. Je vous laisse la parole. Morgane, si tu veux commencer, et après moi, tu pourras rebondir. Ouais, avec grand plaisir. Je vais faire ça assez court. Moi, je suis plutôt j'ai un mes réseaux sociaux, c'est plutôt un peu le c'est pas sorcier. Donc j'explique des choses un peu complexes et j'essaie de les vulgariser autant que possible. Parce que sur mon histoire perso, j'ai une licence de biologie et un master STAPS, les deux. Donc c'est-à-dire que j'ai à la fois le côté très sport, mais le côté très biologie cellulaire, physiologie musculaire, enfin tous les mécanismes un peu complexes. Donc j'aime bien me dire que moi j'aime bien présenter les icebergs, c'est-à-dire que les principes de base et ensuite je plonge, mais j'essaie de plonger de manière assez ludique et avec des exemples. J'essaie de prendre de l'eau, des machins comme ça, et puis d'expliquer les différents mécanismes. Et c'est avec le Covid, je me suis amusé à commencer à faire des vidéos parce que étant coach sportif à domicile de base, le domicile c'était compliqué quand tout le monde était enfermé, donc j'ai commencé à faire mes vidéos. C'est là que ça a commencé à prendre. Et puis c'est là qu'on a commencé à parler avec Mo et qu'on a développé des petites choses ensemble. Et donc je vais le laisser se présenter après moi, quoi. Alors moi c'est Mo, Bananamo sur les réseaux. Les gens ne savent pas, mais je m'appelle Mohamed. Salut. Moi j'habite aux îles Canaries. Et ça aussi les gens savent pas. Mais bon, c'est bien de le dire. Alors moi aussi, moi je suis sur les réseaux depuis 7 ans. J'ai commencé sur YouTube pour partager mon expérience de perte de poids. J'ai perdu 50 kilos au total. J'en ai repris, mais en masse musculaire, on en reviendra après. Alors, je suis passionné par le corps humain, le sport, et tout ce qui... On va voir aussi que c'est tout un environnement à prendre en compte. J'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie et je veux que les gens ne tombent pas dans les pièges dans lesquels je suis tombé. Donc, c'est pour ça que j'essaye de partager mes connaissances sur les réseaux aujourd'hui. Ben, c'est vrai que alors, moi, je me suis abonné du coup à vos deux pages. C'était Vincent qui nous avait parlé de toi, Mo, dans un premier temps. Et que je crois que c'était sa femme t'avait dit. Et on a regardé, c'était hyper intéressant. C'est pas qu'on voulait absolument vous avoir dans le podcast. Donc, déjà, un grand merci. Donc, pour nos auditeurs qui sont là, est-ce qu'on pourrait. Comment le mécanisme au niveau du corps, en vulgarisant bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans une perte de poids? Et aussi, est-ce que vous pouvez définir la différence entre perte de poids et perte de gras? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a l'air de vous tenir à cœur. Ouais, Est-ce Ouais. qu'on peut voir en premier la prise de poids? Parce que c'est ça. parce que Merci. c'est peut-être ça le premier point, hein. On part tous C'est vrai. d'un endroit différent. Exactement, et c'est ça sur lequel on voulait rebondir. Merci pour cette question super pertinente de vous deux. C'est qu'en fait, le problème, la perte de poids, c'est une chose, mais la prise de poids, comment on en est arrivé à avoir un surplus de graisse, parce que c'est ça le problème, et on voit que la graisse, et on voit pas la masse musculaire. Et comment on arrive à un état de sédentarisme et comment les gens ne réalisent pas qu'ils ont perdu, ils n'ont pas que pris de la graisse, ils ont aussi perdu de la masse musculaire. Et c'est là où part notre travail avec Morgane, parce qu'on est en train de travailler sur plusieurs projets pour essayer de répondre au maximum de demandes. C'est que nous, on parle plus de perte de poids, on va parler plus de perte de gras effectivement, mais de recomposition corporelle. Parce qu'on s'est rendu compte avec notre expérience, les milliers de personnes qu'on a suivies, les milliers de
questions qu'on a, on en revient toujours au même. Il y a des dénominateurs communs, sédentarisme, qui en découle d'un manque de sommeil, peut-être une prise de poids, plus de stress, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation. Et de là, les gens commencent à essayer au début de perdre du poids, effectivement. Et je te laisse prendre la suite, Morgane. Ouais, bah après, pour répondre très sobrement à la question initiale qui est comment est-ce qu'on prend du poids, c'est un peu les lois de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'être humain, c'est un peu une espèce de filtre par lequel les choses passent. Donc en fait, il y a des entrées, il y a des sorties, et entre les deux, il y a vous. Et donc du coup, bah, s'il y a beaucoup d'entrées, peu de sorties, bah, le vous, en fait, va croître. C'est-à-dire qu'on se rend pas forcément compte qu'on dans un monde où les choses sont très très transformées, où en fait la densité de ce que l'on mange a des calories. Une calorie, c'est une unité de mesure pour montrer dans un aliment la quantité d'énergie qu'il y a. Et ensuite, vous avez la calorie que vous dépensez quand vous faites du sport et une quantité d'énergie qu'on dépense. Et entre les deux, bah, plus il y a de calories qui rentrent et moins il y a de calories qui sortent, plus la masse que vous allez prendre, vous allez prendre de la masse. Après, il y a des mécanismes hormonaux qui disent comment on stocke les calories qui rentrent et les calories qui sortent. On pourra voir ça plus tard sur l'histoire de la recomposition corporelle, justement, parce qu'on peut retenir ces calories de différentes manières. On peut les retenir en tant que masse grasse ou on peut les retenir en tant que masse musculaire. Et donc, il y a différentes choses à prendre en compte à ce niveau-là. Donc, la prise de poids, ok, mais la prise de gras, c'est vrai que c'est autre chose. Donc, on peut avoir ces discussions un peu plus tard si vous voulez, mais de base, c'est vraiment ça. Il y a des calories qui rentrent, il y a des calories qui sortent. Alors, là, je prends en compte uniquement le cas de l'adulte fini, c'est-à-dire pour les femmes 22, 23 ans, pour les hommes 27 ans, parce que les hommes, les clavicules continuent à pousser jusqu'à 27 ans. C'est pour ça que généralement, quand vous avez quelqu'un de 18, 19 ans qui a fini de grandir, entre guillemets, vous le voyez qu'il n'est pas trop large, et puis en fait, il s'élargit avec le temps. Les clavicules continuent à pousser. Donc c'est pour ça que les hommes, à partir de 30 ans, commencent à développer de la bedaine, ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent du poids, parce qu'en fait, ils finissent de croître à partir de cet âge-là. Et l'idée, en fait, c'est de jouer avec nos signaux hormonaux, avec les activités qu'on fait, pour jouer avec le filtre que l'on a et avec les inputs et les outputs pour avoir le corps qu'on veut à la fin. Et généralement, les problèmes que l'on a, c'est à cause on ne se rend pas forcément compte que on mange trop ou on ne s'active pas assez. Et aujourd'hui, on va essayer de vous aider à décortiquer tout ça pour savoir comment jouer sur ce qui rentre, ce que vous gardez et ce qui sort. Du coup, il y a vraiment deux leviers. Il y a un levier un petit peu, j'ai l'impression, en mode déficit calorique, si c'est ce que tu présentes. Et après, il y a un autre levier qui serait plus hormonal, c'est ça? Et est-ce qu'on pourrait comprendre le rôle du hormonal sur la gestion des calories? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous expliquer? Vas-y, Mo. Alors, au lieu de déficit calorique, je dirais plutôt balance énergétique. C'est important parce que on peut en discuter maintenant du déficit calorique. En fait, il s'agit, quand on parle déficit, on pense souvent manger moins. Et c'est là le problème. C'est peut-être pas ça le souci que tu as. Tu vois, Morgane nous a parlé des soucis hormonaux. Peut-être que tu as un mauvais sommeil, donc du coup ça te fait manger plus. Peut-être que justement tu as un travail sédentaire, donc du coup tu bouges pas assez, etc. Et peut-être juste en jouant sur un autre levier, on peut commencer à régler des problèmes. Tu vois. Et bien souvent les gens, quand ils entendent déficit, ils pensent tout de suite manger moins. L'idée, nous, tu vois, c'est de pas manger moins, c'est de manger en qualité, mais peut-être le déficit calorique peut se faire de 10 millions de façons. Une personne qui marche 5000 pas par jour en moyenne, elle passe à 10 000. Elle est quelque part en déficit calorique parce qu'elle commence à dépenser plus dans sa journée. Donc du coup, elle crée un déficit sans toucher sa diète, hein, sans toucher son sommeil, etc. Déjà, il y a quelque chose qui se passe juste à ce niveau-là. Et après, Morgane, tu peux nous parler de la partie hormonale. Oui, parce qu'en fait, si on y réfléchit, un enfant qui arrive à l'âge adulte, en fait, bah ok, il y a des rentrées et des sorties, mais il se passe d'autres choses. C'est-à-dire que quand on est adulte et qu'on mange à peu près la même chose qu'un enfant, on perd un peu de poids, mais on va pas réduire en taille. Donc en fait, il y a il faut vraiment réfléchir au corps humain comme à la fois une machine qui fonctionne, qui a comment dire, qui utilise l'énergie pour bouger, se mouvoir dans le monde, mais il y a toute une partie en fait qui détermine comment les choses se passent. Dès que quelqu'un a un problème hormonal, il suffit que des hypothyroïdies, après Tchernobyl, il y en a eu énormément en Europe. Il y a plein de choses qui se sont passées quand quelqu'un commence à
Il y a des gens extrêmement stressés qui font des burn-out. En fait, tout leur cortisol disparaît de leur corps. Il se passe des changements. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les hormones. Et notamment une hormone, vous avez dû en entendre parler, qui s'appelle l'insuline, qui est une hormone qui est très comment dire, au devant des news, surtout sur l'alimentation et tout, qui est ce qu'on appelle l'hormone de stockage. Quand vous mangez, protéiné ou glucidique, surtout glucidique, cette hormone va dire à tout le corps, bon écoutez, on a trop de sucre dans le sang ou trop de protéines dans le sang, c'est pas bon pour l'organisme d'avoir trop de sucre ou trop de protéines dans le sang, il faut foutre ça dans des zones de stockage. Réserve. Et cette hormone vient se mettre en place. Et donc quand les gens n'ont plus d'insuline, c'est ce qu'on appelle un diabétique. Et donc ces facteurs-là, ces facteurs hormonaux, il y a énormément de manières avec lesquelles avec lesquelles jouer. Et Mo en a parlé juste avant. La première manière de jouer sur ces hormones, c'est de réguler son sommeil. Alors, sans sommeil, en fait, vous dérégulez complètement votre corps. Si vous dormez moins de 5 heures, pardon, dans une nuit, le lendemain matin, on prend une prise de sang, vous êtes prédiabétique. C'est-à-dire qu'on prend vos stats sanguines, on peut dire, écoutez, là, on a le cas de quelqu'un qui est prédiabétique. Et en fait, vous avez flingué votre glycémie pour la journée. Donc, vous avez peut-être fait des grosses soirées comme ça, où vous n'avez pas beaucoup dormi, vous avez beaucoup bu, donc du coup, ça a dérégulé complètement votre sommeil. En fait, le lendemain, vous mangez comme un ogre, vous avez faim tout le temps, vous mangez, et vous avez envie de manger des choses hyper glucidiques, hyper grasses, et en fait, tout ça, c'est influencé par la mauvaise nuit que vous avez eue. Et donc, en fait, il faut faire vraiment attention à plein de petits détails quand on parle de perte de poids, perte de gras, parce qu'en fait, tout a une incidence. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer chacun des points. Et chacun des points n'est peut-être pas celui sur lequel une personne va devoir appuyer pour avoir les meilleurs résultats. C'est intéressant. Excuse-moi, moi, je te laisse rebondir après. Tu parles justement d'insuline et de son effet sur le stockage. Tu parles aussi du cortisol. Est-ce que tu pourrais aussi après nous l'expliquer? Mais est-ce que du coup, forcément, est-ce qu'il faudrait chercher à avoir le moins possible d'insuline pour être en lipolyse? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas forcément ça? Est-ce que tu pourrais aussi expliquer ce que c'est la lipolyse pour les auditeurs qui sont là? Ouais, la lipolyse, c'est simplement la dégradation des acides gras dans le corps. En fait, l'idée que vous avez un adipocyte, donc une espèce de poche de gras que vous avez qui s'accumule sur votre corps, et dedans vous avez ce qu'on appelle les triglycérides. Vous avez c'est tri parce que il y en a 3 par unité, et en fait vous les brûlez lorsque. Ouais, mais le truc c'est que si on parle de lipolyse, il va falloir que je parte sur les mitochondries après. Ça, on pourra en reparler peut-être plus tard. Bref, donc l'idée de l'insuline, c'est que c'est ce qui permet au corps de stocker différentes choses. Et notamment quand on mange par exemple beaucoup de glucides, cette insuline monte et ça fait qu'on doit stocker les glucides, les protéines comme je l'ai dit, mais également le gras si on en mange. Vas-y Mo, je t'en prie. Ouais, juste parce qu'on a tendance à diaboliser et l'insuline, et pour pas que notre message soit mal compris, on a tendance à diaboliser l'insuline et le cortisol, alors que pas du tout. Ce sont 2 hormones essentielles à notre fonctionnement, et c'est pas une question de baisser ou d'augmenter, parce que les pics d'insuline, c'est quelque chose de complètement normal pour l'organisme. Vous allez manger, vous allez créer un pic d'insuline, et l'insuline, certes, elle va stocker du gras, mais c'est un transporteur. Donc, ça va transporter justement ce sucre là où il faut. D'abord dans ton foie, puis dans tes muscles, pour apporter de l'énergie. Et comme l'a dit Morgane, tout ce qui est en excédent sur la journée, tout ce que tu vas apporter en excédent, il n'y en a pas besoin. Il se dit, qu'est-ce que ça fait là? Je le stocke. Mais parce qu'on est en excédent calorique. Mais sinon, elle fait une fonction pour te maintenir en vie. Si on retire l'insuline, on fait tous des comas, comment on appelle ça? Coma diabétique? Non, coma Là, j'ai pas la coma ref. glucidique. Bref, C'est possible. Ouais. Appelle-le comme tu veux. On est tous pas bien. Ouais, c'est ça. Donc, Voilà. l'insuline, c'est une hormone super importante, et c'est pour ça que les diabétiques se l'injectent pour justement. Voilà. Et ce qui parlait tout à l'heure, Morgane, c'est super important, c'est que au jour d'aujourd'hui, on est dans un excès d'énergie qui rentre, et surtout d'énergie, on va dire de sucre simple, en fait très 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 vite assimilable. Et en fait, cet excès nous fait sécréter beaucoup d'insuline. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas aujourd'hui, qui font ce qu'on appelle prédiabète, entre guillemets, une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline ne répond plus
à sa fonction, enfin, correctement à sa fonction, et c'est un signal. C'est pas attention, je suis résistant. Non, c'est juste que ton corps te dit, waouh, moi j'arrive plus à gérer là. Et du coup, bah il y a des choses qui se voient sur le visage. Il y a les personnes obèses souvent qui sont résistantes à l'insuline, elles ont des noirceurs, des taches. Moi j'en avais dans le cou, j'en avais quand j'étais obèse au niveau de mes aisselles. En fait, il y a des parties du corps qui deviennent qui foncent. Et ça, ce sont des signaux. Il y a des espèces de des petits boutons de chair, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un nom super compliqué pour pas qu'on le retienne. J'en avais autour des yeux, ils sont tombés tout seuls, etc. Donc il y a des signaux qui nous disent waouh, là il y a un problème. Même sans ces signaux, il y a des gens qui sont résistants à l'insuline et qui ne le savent pas aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense que Mathieu vous en a parlé dans le Mathieu de NatriStream, il vous en a parlé du test OMA. Et je Oui, reviens bien sûr. là-dessus. Et s'il vous plaît, allez suivre Mathieu et écoutez ce qu'il dit sur la résistance à l'insuline et le test OMA. C'est important de le faire. Alors, Morgan. ouais, en fait, je voulais juste rebondir sur. Donc, on parlait tout à l'heure à la fois. Donc, il y a deux plans sur lesquels il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la fois sur le nombre de calories, cette balance énergétique, mais aussi sur le plan hormonal. Donc là, on va prendre l'exemple de l'insuline. Si vous avez deux personnes qui mangent, disons, le même nombre de calories qui rentrent et qui dépensent le même nombre de calories qui sortent, ok? Donc, disons que ça fait 2000, eh bien, 2000, oui, enfin, avec tout ce qu'ils dépensent, une personne va manger avec un index glycémique, ça faudra le définir aussi, donc manger des aliments qui ont des glucides dedans, mais qui ne font pas beaucoup monter l'insuline. Ils vont manger, donc l'insuline ne va pas beaucoup monter, ce qui fait qu'en fait, dans leur système digestif, le sucre qu'ils ont mangé va petit à petit rentrer dans leur système sanguin et être utilisé, et une partie légèrement stockée, mais une partie utilisée dès qu'elle passe dans le système digestif. Et en fait, ce qui fait que le taux de sucre va être relativement stable dans leur sang, et les signaux de faim ne vont pas être très forts pour cette personne-là. Deuxième cas de figure, pour le même nombre de calories. Okay, même chose, 2000. Une autre personne va manger des aliments avec un index glycémique très élevé. Donc, ils vont manger, je sais pas moi, un paquet de dragibus énorme. En fait, ça va arriver, ça va faire monter l'insuline très très haut, parce qu'en fait, le sucre va rentrer très 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 vite dans le sang, le corps va paniquer, il va dire faut tout stocker. Et en fait, cette même quantité de sucre qui sera passée dans l'organisme aura tout de suite été stockée, et il n'y aura rien pour tenir la durée de la journée. Donc en fait, ça va être tout stocké, il va falloir reprendre et ressortir des réserves d'énergie. Et en fait, les signaux de faim vont être dans tous les sens dans le reste de la journée. Donc la personne aura mangé le même nombre de calories, mais aura plus faim. Mais la balance énergétique sera la même. Donc les deux personnes, si elles mangent exactement la même chose, ne devraient pas avoir des problèmes de prise de poids ou de perte de poids. Mais la personne qui aura mangé des aliments extrêmement riches en glucides simples, donc avec un indice glycémique extrêmement élevé, aura plus faim et aura plus tendance à manger plus dans la journée pour répondre à ces signaux de faim. Je ne sais pas si je vais aller trop vite sur cet exemple-là. Non, Ça non, va? non, Ok, très bien, voilà. c'est Et donc, très bien assimilé. et donc, pour montrer qu'il y a deux choses, il faut réfléchir en calories globales, mais aussi en effet que ces calories, donc la qualité des calories que vous ingérez, aura sur vous. Il y a deux plans sur lesquels il faut réfléchir quand on parle d'alimentation. Juste alimentation. Et est-ce qu'au niveau de la perte vraiment du coup, qu'est-ce qui se passe pour quand on perd du poids au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce qu'on recherche dans l'organisme pour justement perdre le poids? C'est quoi vraiment ce que vous recherchez et ce que vous pensez essentiel? Justement, Perte de graisse, pardon, perte de ouais. graisse. Alors justement, voilà, ce que tu as capté, c'est qu'on a une réserve d'énergie qui est du gras que voilà, on l'a stocké parce que entre guillemets, on a trop mangé. Après, il y a des cas particuliers de personnes qui ont une obésité due à leur génétique. Il y a des gens qui font de l'hyperthyroïdie. On va parler des gens qui ont pas nécessairement de problèmes de santé, mais qui sont en excédent calorique, qui ont stocké ce gras en trop. Moi, j'ai été dans ce cas-là, par exemple. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que nous, on va pas se focaliser, comme tu l'as dit, sur aller essayer de chercher cette énergie. Parce qu'il y a des actions que tu vas faire, que tu vas changer dans ta vie, des choses, et Morgane, il explique un peu mieux que moi, des choses que tu vas faire, des habitudes que tu vas changer, qui vont faire que tu vas aller chercher cet excédent d'énergie. Tu vas dormir mieux. Tu auras un meilleur sommeil,
les heures qu'il te faut à toi, parce que ça, on est tous différents. Il y en a qui dorment plus ou moins différemment. Les heures qu'il te faut. Tu vas commencer par de l'activité physique. Il y en a qui préfèrent le soir, le matin, etc. Mais admettons, tu vas commencer à augmenter un peu ta dépense énergétique. Tu vas faire en sorte de choisir des aliments qui vont te rassasier. On va chercher la satiété. T'as bien dormi, donc du coup, ta gréline, l'hormone de la faim, entre guillemets, elle est stabilisée et tu vas avoir faim normalement dans la journée. Tu vas avoir des taux de cortisol normal parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol, quand il est trop élevé, justement, il va aller, je fais une caricature, mais il va aller chercher de l'énergie, donc il lui faut de l'énergie tout de suite. Il te faut de l'énergie tout de suite parce que tu as élevé ton cortisol. Mais du coup, après, il y a un contre-coup à payer, ça te donne faim. Et donc, du coup, bah, tu vas aller manger plus. J'ai fait un raccourci Mario Kart, mais vous avez compris le concept. Euh, et déjà, juste en changeant ses habitudes, buvant plus d'eau, un petit peu d'activité physique, et ben en fait, tu vas donner des signaux. Je mange suffisamment, mais je suis quand même légèrement en déficit parce que j'ai apporté de l'activité ou j'ai mangé mieux. Des fois, juste en faisant un rééquilibrage alimentaire, on se rend pas compte. On mange en quantité, des grosses quantités, mais en fait, l'apport calorique dans notre assiette, il est beaucoup moins élevé. Juste en faisant ces petites choses-là, ces habitudes-là, et ben en fait, bah, tu vas forcer ton organisme à aller chercher dans ses réserves qu'il a, ses réserves d'énergie. Parce qu'il faut pas l'oublier, le gras que vous avez stocké en trop, c'est une réserve d'énergie. Il faut juste aller la chercher. Faut apprendre à l'utiliser. Je sais pas si Morgane, t'as un truc à rajouter. Non, mais en fait, il y a plein de modes comme ça, de différents régimes et tout, mais la base de tout, c'est le déficit calorique. Donc, d'essayer de faire en sorte que ce soit ta dépense personnelle ou l'activité en plus que tu fais dans la journée, ou alors la quantité de calories que tu fais rentrer. Dans tous les cas, il faut essayer de créer ce léger déficit qui doit être comblé en fait par tes cellules de graisse qui vont te donner cette énergie, dans laquelle il va falloir aller chercher. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu inconfortable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que normalement, encore une fois, hormonalement, on pèse 100 kilos et on crée un déficit calorique intelligemment amené en faisant à la fois de l'activité physique légèrement cardiovasculaire et du renforcement musculaire pour plusieurs raisons qu'on pourra aller farfouiller ensemble si vous le souhaitez. Et cette personne descend ensuite à 90 kilos et va essayer de maintenir ces 90 kilos pendant une période. Alors, au départ, ça va être inconfortable. Je pense que c'est comme vous êtes kinés tous les deux. Il y a un problème. Non pas que avoir pesé 100 kilos, c'est pas toujours un problème, mais bon, voilà, vous avez un problème, il va falloir passer par des phases un peu douloureuses pour résoudre ce problème. C'est-à-dire que la douleur, ça fait un peu partie du processus. La faim et l'inconfort, de manière générale, ça fait un peu partie du processus de transformation quand on parle de perte de poids, perte de gras. Mo sera peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, mais voilà, tu pourras rebondir dessus si tu veux après. Mais il y a quand même cette phase où il va falloir redescendre. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un moment, le corps est bien fait. Donc, vos cellules de graisse, en fait, sécrètent des hormones, notamment une hormone qui s'appelle la leptine, qui est une hormone dite coupe-faim. Donc, normalement, quand les cellules de gras grossissent, au bout d'un moment, vous avez moins faim, donc ça régule votre poids et après, ça redescend. Plus vous avez de gras, normalement, plus vous sécrétez de leptine, moins vous avez faim. Après, on pourra discuter plus profondément de ces facteurs des facteurs aggravants qui peuvent déréguler ce système-là. Mais normalement, au bout d'un moment, quand on redescend, pendant une période suffisamment longue, généralement 3 à 6 mois, dépendant de différentes personnes, ce nouveau poids sera un poids à nouveau confortable pour vous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas espérer faire une perte de poids d'un coup. Il vaut mieux les faire en différents stades pour éviter en fait que d'aller dans un déficit calorique bête. C'est bien de faire des phases de 3 à 6 mois, de stabiliser pendant 3 à 6 mois et de faire une espèce de perte de poids en escalier pour que votre corps comprenne à chaque fois que quand vous avez perdu du poids, il puisse être confortable à ce nouveau poids et de restabiliser à ce niveau-là avant de refaire des choses. Et on pourra parler ensuite Tu, de... du coup, Ouais, tu vas-y. conseillerais de perdre à peu près combien pour les gens qui nous écoutent, par exemple, qui sont en surpoids, qu'est-ce que Mhm. vous conseillerez de perdre? Par exemple, est-ce qu'on perd 5 kilos, j'attends 3 mois, 5 kilos, 3 mois? Enfin, est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce que ça dépend, on en parlera après, des Mhm. différents profils de personnes et des différents types de surpoids? Tout va dépendre de l'objectif. Et nous, ce qu'on recommande, tu vois, c'est de tendre vers une recomposition corporelle. Donc, c'est d'essayer, pour un débutant, quelqu'un qui commence, il sait pas par où commencer, c'est d'essayer d'augmenter son activité physique.
Donc, du coup, d'aller chercher à essayer de créer plus de masse musculaire. Alors, les gens, ils s'imaginent devenir bodybuilder, etc. C'est très compliqué de devenir bodybuilder. Il y en a beaucoup qui se tuent à la salle et qui arrivent pas, malheureusement. Donc, c'est très compliqué de gagner de la masse musculaire, sauf quand tu es débutant. Et quand tu es débutant, bah, en fait, tu peux justement essayer de gagner un peu de cette masse musculaire. Et le fait, en fait, de jouer sur tout ce qu'on a dit et de gagner un peu en masse musculaire, ça peut faire l'effet qu'on va pas perdre autant de poids que souhaité, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va faire du renfort? C'est qu'on va apporter du liquide, on va apporter des nutriments dans nos muscles. Et du coup, bah, et le muscle peut grandir aussi. Donc, du coup, ça, au niveau de la densité, le muscle, on ne voit pas trop grandir par rapport au gras qui prend beaucoup de place. Le muscle, c'est beaucoup plus dense. Et les gens, bah, se voient pas maigrir et du coup, paniquent un peu. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est combien de centimètres de tour de taille ça peut être intéressant de perdre, tu vois, parce que là, Ok, c'est du concret. Ta tour de d'accord. taille, le tour de tes cuisses, là, tu vois un changement concret. Dans le miroir, tu vois un changement concret. Alors que le poids, selon notre approche, la perte de poids, ben, c'est assez délicat. À part si tu pars comme moi de 120 kilos, je fais 1m73, je faisais 120 kilos. En fait, toutes les personnes obèses peuvent perdre du poids très très vite avec juste quelques ajustements. Si je peux me permettre de donner mon exemple, moi ça a été d'arrêter les sodas, j'ai perdu 10 kilos en 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je buvais 2 litres, ça fait 600 calories par jour, 2 litres par jour. J'ai retiré 600 calories de ma diète. Donc j'ai créé un déficit calorique juste en retirant les sodas. Ça n'a pas été la meilleure des méthodes parce que je me suis un peu frustré en changeant du tout au tout. C'est pas ce que je recommande, etc. Mais voilà, juste en changeant, quand tu es dans une grande obésité, ben, tu fais énormément de rétention d'eau, de l'inflammation, etc. Au début, tu peux perdre très très vite. Mais plus ta perte de poids, si on parle concrètement de ta perte de poids, est contrôlée et va lentement, mais je te dirais c'est un très bon signe parce que la finalité, c'est pas juste la perte de poids, la finalité, c'est de quitter cet excédent de graisse, mais de se stabiliser. Et la meilleure façon de se stabiliser, c'est en y allant piano piano. Donc, vous conseillez plutôt aux gens plutôt que de se peser, de prendre des mesures. Tu as dit circonférence au niveau du nombril, au niveau des cuisses. Donc, vraiment, si on veut. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'aimerais d'ailleurs et ce qu'on aimerait avec Pierre, c'est qu'avec ce podcast, les gens, ça déclenche, tu sais, ce J1, tu vois, ce Mmh. départ d'une nouvelle vie. Donc, si vous voulez vous motiver, qu'est-ce que les gens pourraient mettre pas en place, parce qu'on en parlera après, mais au Mmh. niveau, tu vois, du bilan, se dire, ben là, je veux voir combien j'en suis. Je pense que c'est important aussi d'avoir un avant-après. Euh, qu'est-ce que les gens peuvent. Ouais, allez-y, les gars, je vous laisse Ouais. faire. Qu'est-ce qu'on Tu peut Vas-y, faire moi. du coup? prends un carnet et ton appareil photo, ton téléphone. Tu te prends une photo aujourd'hui et tu notes tes mensurations. Tes mensurations, poitrine. Alors, c'est bien de prendre, tu vois, il y en a qui vont stocker au niveau du cou, au niveau de la poitrine, au niveau du bas du corps, au niveau de la sangle abdominale, peu importe. C'est bien de prendre partout, même si tu stockes pas beaucoup au niveau des jambes, c'est bien pour avoir une idée globale. Du coup, Et tu mets quoi? bien sûr, Au début, tu sais, pour vraiment localiser, parce qu'après, les gens aussi, ce qui est oui, important, c'est qu'ils le fassent exactement au même endroit pour bien comparer. C'est vrai que ça, après, on le fait après. Et on met juste cuisse, on se dit, ah ouais, mais à quel moment à quel ouais. endroit je l'ai mis dans la cuisse, à quel moment je l'ai mis au bras. Est-ce que vous avez des petits tips, juste deux ou trois à mettre en place pour nos auditeurs? Ouais, Morgane, il en a. Vas-y. Ouais, alors bon, le tour de cou, ça faut voir, mais ce qui est intéressant, alors donc par exemple tour de poitrine, donc prenez au niveau des tétons en général, donc c'est Ok. un bon. Alors pour les femmes, c'est plutôt au niveau des plexus solaires parce que c'est toujours voilà, et ça dépend des différentes femmes. Donc plexus solaire, c'est là où en fait vos côtes se rejoignent. Vous prenez la Ok. mesure là et ça vous permet de faire le tour. Vous prenez juste à l'horizontale. Pour les bras, bah, vous pouvez vous servir de vos propres outils, comme ça, c'est pas besoin de dire des centimètres. Mais vous prenez ici, il y a une petite pointe osseuse, et après vous faites le pistolet, comme ça, tac, Ouais. et comme ça, à chaque fois, vous avez la même mesure. Donc ce sera constamment la même. Et au niveau du nombril, c'est un autre outil de mesure intéressant à avoir. Et ensuite, vous avez également le pubis. Alors le pubis, c'est une petite pointe osseuse que vous avez dans le bas-ventre. Donc vous tâtonnez, il y aura une petite pointe osseuse, et vous prenez là. Ça fait à peu près le milieu des fesses. Donc ça donne la taille, au niveau des hanches. La taille, c'est le nombril. Ensuite, la poitrine, c'est au niveau des tétons. Ici, vous faites le pistolet pour les bras, parce que ici, c'est une zone de stockage de graisse aussi importante. C'est intéressant de la prendre. Et pour les cuisses, c'est pareil, mais vous prenez par rapport aux genoux.
Donc vous mettez le doigt sur le dessus de la rotule. La rotule, c'est ce petit rond osseux que vous avez à l'avant du genou. Vous mettez le truc par-dessus. Et comme ça, vous avez toujours la même mesure, parce que vos doigts, ils vont pas bouger entre-temps. Mais comme ça, vous aurez toujours les mêmes outils de mesure, et pas besoin de faire 10 cm au-dessus, machin. C'est tac, hop, hop. Ça fait des outils Au intéressants à top. utiliser. Parfait. Bah, écoute, Photo, photo, en maillot de Et bain. Oui, je voulais juste, alors, juste avant Pierre, c'est très intéressant en fait d'avoir les 3 outils de mesure. Donc c'est les mensurations, c'est top, la photo c'est top, et en fait la pesée c'est pas mal aussi, parce que généralement ces 3 facteurs-là, il y en aura toujours un qui bougera. Ce sera toujours cool d'avoir au moins un facteur qui avance, si on fait les bons protocoles, etc. C'est bien d'avoir ces 3 choses-là. mettez-nous en commentaire hein, si vous avez fait tout ça et mettez-nous les tests et comme ça Yes. vous referez après. Pierre, vas-y. Et si je dois en choisir une de mesure, est-ce que ce serait pas la mesure du tour de hanche, de taille, pardon? Au niveau du nombril, Oui. En fait, ça dépend d'où tu vas dépendre d'où tu vas stocker du gras. Là, si tu es une personne plutôt gynoïde ou androïde, et ça dépend si c'est anormal ou pas. Mais il y a des gens qui vont. Moi, je sais que je stocke au niveau de la poitrine et au niveau de la sangle abdominale. Mais j'ai une taille toute petite. mais Mo, il y a une vidéo que tu avais très bien faite, donc je vais te laisser parler de ça, sur les 2 types de graisse qu'on a, et pourquoi c'est intéressant la taille. C'est ça, en fait. On va prendre 2 fruits en forme de poire. Donc, on va dire plutôt au bas du corps, qui sont plutôt type féminin, mais il y a des hommes qui stockent aussi comme ça, et plutôt en type de pomme pour les hommes qui sont plutôt voilà, au niveau du haut du corps. C'est juste, et on dit gynoïde et androïde. Et, euh, et si c'est inversé, comme me le disait, parce qu'on en discutait avec Morgane, c'est peut-être qu'il y a un souci hormonal. Si t'es un homme et tu stockes plutôt au bas du corps, bah, peut-être qu'il y a des choses à voir au niveau hormonal. Et inversement, si t'es une femme et que tu stockes plus que au haut du corps et que t'as les jambes toutes fines, peut-être qu'il y a un souci hormonal. C'est intéressant de le voir. Et c'est vraiment ça va vraiment dépendre des individus, de là où toi tu vois où tu stockes du gras. C'est intéressant parce que ça va revenir à une autre question où c'est que est-ce qu'on peut perdre du gras de façon localisée? En fait, moi jusqu'à il y a pas longtemps, je disais que bah non, on peut pas cibler le gras et effectivement, on peut pas cibler le gras. Par contre, j'ai écouté un podcast de Michael Gundil qui disait bah si en fait parce que la prise de poids, elle est localisée, on va à certains endroits et c'est sûr qu'on peut pas cibler là où tu vas perdre du gras, mais tu risques de perdre et ça c'est par expérience aussi, je vous le dis, vous risquez de perdre le dernier endroit où vous allez perdre, c'est là où vous avez pris en premier. Ouais. Ok. Et un petit dernier détail au niveau de la prise, au niveau de la taille, surtout au tout début, quand on débute une perte de poids. En fait, donc on a de la graisse qui s'appelle sous-cutanée, donc sous la peau. Donc il y a cette première couche de graisse, voilà, qui est une espèce de zone de stockage normale. Mais ensuite, au niveau des viscères, au niveau des organes, il y a un autre type de graisse qui est de la graisse viscérale. Et ça, donc ça c'est un type de graisse qu'il faut essayer d'éviter d'avoir. Donc ça généralement c'est les gens avec des ventres très tendus où on peut quasiment pas prendre la graisse dessus. Et on le voit chez des gens qui boivent trop, ont une alimentation mauvaise. Et en fait cette graisse viscérale, c'est une graisse qui est hormonalement extrêmement active et qui produit énormément de cortisol et tue un peu tout le système hormonal des gens. Donc en fait, c'est vrai que cet outil de mesure au niveau de la taille, au début, c'est généralement la première graisse qui part, cette graisse viscérale, parce que le corps, quelque part, il n'en veut pas. Et donc c'est intéressant d'utiliser cet outil de mesure au niveau de la taille pour essayer de voir si vous n'êtes pas en train de perdre cette graisse viscérale. Cette graisse viscérale, la manière la plus simple de la perdre, donc c'est pas la graisse que vous avez sous la peau devant, hein, ça parce qu'on peut pas la perdre localement, mais la graisse viscérale, elle, autour des organes, c'est la graisse qui part en premier quand on fait de l'exercice physique. C'est vraiment l'exercice physique va chercher ça, le déficit calorique un peu moins, et donc c'est pour ça qu'il faut absolument, votre podcast c'est 1000%, donc c'est 1000 petits détails, et en fait c'est ça, c'est-à-dire que l'idée c'est d'essayer pour être en meilleure santé, pour atteindre en fait un physique à l'équilibre et en forme, bah, il va falloir en fait, malheureusement, je suis désolé pour les auditeurs, tout faire en fait. Il va falloir essayer de tout faire, un petit peu de tout, mais essayer de tout faire. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a un effet synergique qui se passe,
où on trouve un équilibre et voilà une harmonie dans sa manière d'exister et d'être, quoi. Voilà. Effectivement, une question que je me pose, et tu en as parlé, moi, dans un de tes posts, c'est souvent les gens qui sont peut-être en surpoids, ils ont plus de chances d'avoir une inflammation aussi au niveau de leur système digestif. Et est-ce que ça a une incidence juste sur la perte de poids ou pas spécialement? Est-ce que c'est judicieux aussi d'aller traiter cette inflammation-là pour perdre du poids? Comment vous y prenez? C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement cette inflammation chronique chez certaines personnes due au stress, c'est pas que l'alimentation. Tu vois, les gens ils pensent tout de suite à l'alimentation, mais due à une mauvaise alimentation, due à du stress, des taux de cortisol élevés, oui, ça freine tes efforts que tu vas faire, mais ça va pas freiner dans le. En fait, ça va être encore plus dur, les effets vont pas se voir tout de suite, parce qu'il y a d'abord, ton corps va essayer de réguler cette inflammation avant de mettre des choses en place. C'est pour ça que on dit toujours à des gens, que ce soit Morgan ou moi, avant de voir des premiers résultats extérieurs, il y a des résultats intérieurs qui se passent. Et ça, tu les vois pas, en fait, et ça te frustre, parce que tu as mis des choses en place, t'as fait 1000 trucs, là, t'as fait tous ces petits trucs-là, et en fait, tu vois rien. Mais si tu te sens mieux, si tu dors mieux, ton appétit commence à être régulé, tu as moins faim dans la journée, etc., c'est qu'il s'est passé des choses à l'intérieur, dont justement la réduction de cette inflammation. Justement, est-ce que c'est pas intéressant lors du bilan, comme on en parlait avec Pierre, quand on prend ces mesures, est-ce que c'est pas aussi important de noter d'autres aspects comme le sommeil, peut-être, je sais pas, comme d'autres choses que tu peux mettre en place, comme les sensations de faim qu'il peut y avoir dans la journée. Est-ce que c'est pas aussi est-ce qu'il y a justement des aspects comme ça qui sont des marqueurs du surpoids, sur lesquels on pourrait justement avoir une évolution, pas visible, Mais mais du coup dans le quotidien qui pourrait être perceptible? c'est bien d'avoir un habit tracker. Le problème, c'est que, en fait, si tu prends quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, je sais pas si vous avez des enfants, mais un enfant en bas âge, c'est très difficile de réguler son sommeil. Donc, on peut peut-être que c'est pas le moment, tu vois, ça va être Ok. indépendamment des gens. C'est peut-être pas le moment de jouer sur son sommeil. Par contre, vous avez accueilli Mathieu qui parle de supplémentation. Peut-être que tu vois, avec un peu de magnésium, vous allez avoir un meilleur sommeil, etc., etc. Vous pouvez jouer sur d'autres facteurs. Mais c'est pour ça que je reviens sur ce que disait Morgan. Essayer de jouer sur plusieurs facteurs. Il y a quelque chose qui va fonctionner. Tu vois. Et non, moi je te dirais que c'est peut-être pas judicieux tu vois, déjà si tu arrives à voir un résultat, soit, c'est vrai, je te rejoins, soit esthétique, soit de performance. C'est-à-dire que t'as mis quelque chose en route, t'as mis la course à pied, on parlait de course à pied Mm. tout à l'heure, t'as mis la course à pied. Si déjà tu arrivais pas à courir plus de 5 minutes et que tu arrives à courir 15 minutes sans t'arrêter, c'est qu'il y a eu des changements énormes, énormes dans toi. Et ça, tu peux le noter. Ça, tu peux le Ok. noter. Même s'il n'y a pas eu de changement de poids, même s'il n'y a pas eu de changement de circonférence, etc., il y a quelque chose qui s'est passé au niveau cardiovasculaire, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de ta capacité à emmagasiner de l'oxygène. Il y a des choses qui se sont passées déjà à ce moment-là. Donc, oui, tu peux essayer de pas forcément te fixer juste ton physique, mais tu peux aussi voir tous les autres aspects. Bon, ça peut être meilleure qualité de sommeil, comme on l'a dit, si c'est possible. Ça peut être moins de stress et ça peut être au niveau de la performance physique. Alors, on parle de la Ok. course à pied, mais ça peut être la musculation, la natation, peu importe. Pour cette histoire de recomposition corporelle, en indice, est-ce que justement d'utiliser un impédance mètre, ça vous paraît juste plutôt qu'une balance à aiguille euh, qui elle tombera jamais en panne et changera pas au niveau des mesures, au niveau de la précision, on n'est pas trop mauvais euh, comparativement à une balance en impédance mètre. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, moi, j'ai un problème de majorer dans les mineurs. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que parfois, on aime bien se focaliser sur des choses qui sont pas, comment dire, c'est comme, bon, je reprends ma vie en main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boire du citron le matin parce que j'ai entendu dire que telle personne, ou je vais acheter ce thé détox, etc.
Alors que la première chose à faire, c'est Moi, je bois du vinaigre avant de manger McDo, du coup. voilà, c'est ça. Donc, ça annule tout. Ça annule les calories que tu vas Les manger, c'est cornichons, c'est excellent. mieux. Ou les cornichons Ouais. ou la Non, feuille mais de, la feuille de ça salade. grille les graisses, on m'a dit, donc je te le Exactement, dis. c'est exactement, voilà. Non, et Ça c'est marche pour ça pas? qu'en Non. fait, mais c'est le grand problème, je pense, de toutes ces informations qu'on a. On a un surplus d'informations. En fait, il faut vraiment essayer de revenir à la base. Le problème, c'est que tout le monde veut tout vite. Et le problème, c'est que les choses arrivent pas vite. Et donc, oui, la balance à impédance. Alors, mon problème avec la balance à impédance maîtrise, c'est que si on n'a pas, donc déjà, même si on a les mains et les pieds, en fait, un courant électrique ira toujours sur le chemin le plus court qu'il peut d'un point à un autre. Donc, en fait, ça va faire le pied, remonter et redescendre à l'autre pied. Donc, en fait, ça va juste avoir votre pourcentage de masse grasse par rapport au courant des jambes. Après, vous pouvez avoir celle où vous avez les mains aussi. Mais ça, c'est pareil, ça va faire ici et sur les jambes. Et en fait, vous saurez pas trop ce qui se passe au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes Le comme bide, ça. ouais. Voilà, exactement. Après, il y a aussi l'immersion totale. Donc, vous pesez, vous vous immergez totalement, vous faites un rapport volume par rapport à votre poids, et ça vous donne une moyenne en fait pourcentage de masse grasse. Il y a des calculs que vous pouvez utiliser pour ce genre de choses. Masse maigre, pas vraiment, T'as mais perdu là. masse. Voilà, c'est ça. Donc en fait, par rapport au volume que vous faites et au poids que vous faites et au volume d'eau que vous avez déplacé, ça vous dit un peu votre pourcentage. Puis après, il y a des Ok. DEXA-scan Pas et tous tout vendu ça ce genre l'impédance d'outils. mètre. Ouais, Non. non, pas trop. Pas trop. En fait, moi, je Je peux pense garder ma que balance, du coup. oui, ta balance, pour moi, elle est normale. Donc, autant utiliser ça, plus les deux autres outils qu'on a, qui sont un peu plus archaïques, mais peut-être plus accessibles pour des gens qui n'ont pas forcément des moyens ou des choses comme ça, quoi. Et c'est tout Moi, aussi efficace. moi, j'avais vu un un post de toi, moi, où tu parles justement de un glucide égale 3 grammes d'eau. Et Mmh. il fallait faire Ouais, attention à ce qu'indiquait la balance. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs à quoi tu fais 3, allusion? 3 ou 4 grammes, je sais plus, mais en fait, quand tu vas manger un gramme de glucides, et ben, pour que ton corps, il va le garder avec de l'eau, tout simplement. Et donc, du coup, des fois, on fait des repas riches en glucides, on va manger des pâtes, etc. Et puis, on va se peser, et tu vois, j'ai pris 400 grammes. Mais en fait, t'as pas pris 400 grammes, rien du tout. C'est juste de l'eau qui s'est accumulée. C'est tout. Et ou du riz, c'est pareil. Mmh. Pour les glucides, c'est pareil. Et les gens diabolisent cet aliment. Et d'ailleurs, on va lancer bientôt on vous en fera part un challenge justement pour essayer vous qui êtes des sportifs aussi, où on sait que les glucides, en fait, c'est super important si ils sont bien utilisés. En fait, les gens diabolisent cet aliment alors que non, pas du tout. Il peut être très utile sur plein d'aspects. Et oui, il va te faire prendre du poids sur la balance. Et c'est ça mon problème avec le poids, c'est qu'on se fixe un poids, mais on n'a pas, on a peut-être même maigri sans s'en rendre compte, sans savoir. C'est juste que bah voilà, on a mangé un peu plus de pâtes, on a mangé un peu plus de pain, etc. Et on a stocké pas du gras, de l'eau. Et c'est ça la différence. Pour stocker du gras, 1 kilo de gras, c'est 7000 calories. Donc, il faudrait manger sur ta journée 7000 calories en plus de ce que... Alors, tu dois manger 2000 calories pour te maintenir. Ok, admettons, une personne normale, 2000 calories pour se maintenir. Pour qu'elle prenne 1 kilo de gras, il faudrait que sur cette journée, elle ait mangé 7000 calories en plus. Donc, ça veut dire que sur la journée, il faut qu'elle ait mangé 9000 calories. Ou c'est un peu plus, 1 kilo de gras, c'est entre 7 et 8000 calories. Donc, tu imagineras bien, je sais pas si vous avez déjà fait le calcul, essayez de voir, moi je me suis amusé de manger le maximum. Je crois que je suis arrivé à 6000, je n'étais là, Tu t'amuses alors, bien, hein? 9000 non, mais, alors avec Morgan, on a fait plein de tests, hein. Lui et moi, Ah chacun de ouais. notre côté, on a testé toutes les diètes, enfin, toutes presque. On a testé plein de trucs pour voir, en fait, réellement ce que c'est et réaliser, ce que c'est. Moi, je voulais voir un peu ma limite. Une fois que je m'étais stabilisé, etc. Et ingurgiter 7000 calories en plus alors que moi, ma diète de maintien, c'est 2800 calories, tu vois, à peu près, pour me maintenir. Il faut que je mange 7000 calories en plus. C'est très compliqué pour prendre 1 kilo de gras. Et donc, du coup, le poids sur la balance, c'est peut-être juste que vous n'avez pas été aux toilettes ou juste peut-être que vous avez gardé un peu plus d'eau qui va partir naturellement sans vous prendre la tête. Donc, continuez à manger des pâtes et du riz, s'il vous plaît. Ouais. Dernière question pour cette partie, à part si Pierre derrière veut rebondir, cette partie un petit peu de base, après on viendra vraiment dans l'assiette. C'est un point qui est important au niveau du surpoids, je pense, c'est le rapport avec l'alimentation, c'est quand même quelque chose qui semble fondamental
parce que je pense que les gens peut-être en souffrent. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux gens? Tu disais, moi, que s'il fallait pas voir l'alimentation comme un ennemi, justement, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et est-ce qu'il y a aussi des tips pour couper la faim, par exemple? Est-ce que ça existe? Ou pas du tout. Donc justement, dites-nous un peu plus, les gars, s'il vous plaît. Je commence, je laisserai terminer Morgane dessus, parce qu'il y a des choses importantes à dire dessus. Alors, le meilleur coup de fin, je vais vous le donner en exclusivité ici sur ce podcast. Le meilleur coup de fin du monde, c'est de manger. T'as faim, tu manges. N'importe quoi. C'est pas de boire, de machin. Non, manger. Si t'as faim, c'est quelque chose de physiologique. Voilà. Après, et deuxième chose, on parle de manger ses émotions, c'est quelque chose de complètement normal. Nous sommes des êtres sociaux, on dit sociaux, Mhm. sociaux, Ouais, ouais. Nous ouais. sommes des êtres sociaux et on a besoin d'être en groupe. Et une des manières de partager cette convivialité, c'est en mangeant. Et quand vous êtes à un repas d'anniversaire d'un membre de votre famille et qu'on vous propose une part de gâteau, ben, ça arrive en dessert, on n'a plus faim. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le manger quand même parce que c'est bon et on aime partager ce moment-là. Ben voilà, c'est une espèce de faim émotionnelle qu'on a. Et après, en fait, il y a des espèces de problématiques qu'on a, c'est que on a des problèmes comportementaux. C'est pour ça que des fois on parle d'addiction au sucre, mais c'est pas du tout une addiction parce que nous sommes tous addicts aux aliments, à la nourriture. Le souci, c'est un problème comportemental qui peut venir et de différents facteurs. Et un aspect psychologique à régler qui vient pas de l'alimentation. Et on démonise l'alimentation alors que le souci vient pas de là, en fait. On a un souci. Moi, j'ai eu, par exemple, des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'il fallait que je mange jusqu'à... Je commençais quelque chose, il fallait que je le finisse, et jusqu'à limite m'en étouffer. C'était comme ça, il fallait que je mange. J'avais pas de compulsion, j'ai pas fait d'hyperphagie, mais à chaque fois que je mange, il fallait que je me remplisse. Et c'est pour ça que je me remplissais de soda à l'époque. Je me remplissais de soda, de gaz, je me sentais plein, en fait, et j'avais ce souci. Et quand vous creusez un peu le fond du problème, que j'ai pu régler seul, vous pouvez le régler seul, mais je vous conseille vivement de vous faire accompagner par un spécialiste là-dessus. On se rend compte que le problème en fait c'était pas l'alimentation. C'est pas. Je pensais que le problème c'était l'alimentation, mais c'est pas du tout l'alimentation. Le problème c'est mon comportement que j'ai par rapport à mon histoire de vie. Plutôt. T'as- Tu t'as- seras t'as- accompagné par qui, Mo? T'as un conseil pour les auditeurs? déjà, on pense, il y a des diététiciens qui sont spécialisés là-dedans, mais il y a des psys qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent vous accompagner. Et je vous recommande peut-être avant d'essayer, on parle de rééquilibrage alimentaire, etc. Si vous avez détecté déjà un souci de comportement avec l'alimentation, d'hyperphagie, etc., peut-être vous Ok. orienter vers un psy qui va essayer d'ouvrir une autre porte et essayer de vous dévier de ce problème de penser que le mal, c'est la nourriture, etc. Le problème vient peut-être d'ailleurs. Écoute, je pense que c'était pas mal pour cette partie de principe de base. Je pense que les gens ont bien compris. On part Et, sur l'alimentation, peut-être? et non, il manque, il Ah, manque le. Est-ce qu'il faudrait pas que tout le monde sache calculer son métabolisme de base et ses besoins de base? Parce qu'on parlait de ce qui rentre et ce qui sort. Comment je sais si je suis équilibré? Alors le truc c'est que moi j'aime bien les calculs, je trouve ça vachement sympa, mais pour la plupart des gens c'est pas forcément évident. Alors il y a des applications qui existent pour faire ce genre de choses, qui proposent un calcul machin et tout, et généralement c'est pas bon. Enfin c'est-à-dire que c'est pas leur faute, ils font ce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les calculs pour le métabolisme de base. Moi ce que je conseille c'est de faire ce qu'on appelle un calibrage. Un calibrage c'est donc, faut utiliser une application et peser ses aliments qu'on mange et calculer les calories. Donc, moi, j'utilise par exemple MyFitnessPal, il y a Yazio, je crois aussi, MyFatSecret. Il y a plusieurs différentes applications comme ça qui existent. Et moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser la réalité. C'est-à-dire que vous faites une semaine normale. Du lundi au dimanche, vous mangez normalement, vous essayez de ne pas vous forcer à réduire ce que vous mangez, etc. Et vous calculez ce que vous mangez sur une semaine. Et ça vous donnera une réalité par rapport à ce que vous ingérez dans une journée et par rapport à votre activité actuelle. Et donc là, en fait, ça vous permet d'avoir la réalité. Au lieu de calculer un truc où imaginons, il vous calcule une base qui est fausse, ça va être dur ensuite de calculer vos besoins caloriques par la suite par-dessus ça. Donc si vous avez la réalité par rapport à votre activité, aux calories que vous mangez dans la journée, là vous avez une vraie base solide sur laquelle
vous reposer. Voilà, moi je conseille vraiment de passer une semaine. Les calories vont pas être les mêmes de jour en jour. Donc peut-être qu'un jour vous allez manger 2300, le jour d'après 1900, le jour d'après 2100. Et à la fin, en fait, vous faites une moyenne et vous voyez que vous êtes à peu près à 2000 en moyenne sur la semaine. Et là, vous avez une base, métabolisme de base, plus votre activité, plus le NEAT, ça faudra qu'on en parle aussi. Donc il y a 3 facteurs à prendre en compte quand on calcule les calories. Ces 3 choses-là, c'est 2000 calories par jour. Et ensuite, ça, vous pourrez enlever un tout petit peu de cette quantité-là, une fois que vous l'aurez calculé sur une semaine, après avoir fait votre semaine de calibrage. Parle-nous du NEAT, du coup. Ça m'intéresse. Le NEAT. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Vas-y, Mo. Non, vas-y, t'as un meilleur accent que Non, moi. Il est c'est bon. anglais, il a un meilleur accent que moi. Tu t'es lancé, il faut assumer maintenant. Ah, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais dis-le avec le vrai accent parce que moi, j'ai un peu ridicule. Non-Exercise Activity Thermogenesis. Voilà. Yeah. C'est Thermogenesis. C'est en fait, ça va englober toute ton activité sur la journée. Tu as parlé du métabolisme de base et c'est important que tu en aies parlé. Cette base-là de calories, c'est ce que, quand on parle de métabolisme de base, c'est ce qu'a besoin ton organisme allongé sans bouger pour fonctionner, pour faire fonctionner ton cerveau, tes poumons, pour te faire respirer, ta digestion, faire circuler ton sang, etc. C'est ça. Admettons, c'est 1500. Ben, en fait, ce qu'on te recommande, tu peux manger moins que ça va pas te créer de problème. Le problème, c'est que si tu manges moins de ça sur très long, enfin sur même, je crois qu'on parle de quelques semaines, ben, tu te retrouves en dénutrition. Et là, les problèmes arrivent. Dénutrition, vous savez ce que ça peut engendrer. Donc là, les problèmes arrivent. Donc, en fait, on essaie de pas toucher cette base. Et après, il va y avoir après le métabolisme de base, une partie qui va être la digestion. En fait, les gens ne savent pas, mais quand vous mangez, ben vous utilisez de l'énergie, donc vous utilisez des calories. Et ce qui fait dépenser le plus de calories à la digestion, et ça c'est important de le souligner parce qu'il faut manger plus de protéines, ce sont les protéines. Et après les glucides et après les lipides qui se digèrent très très vite. Et après vous avez 2 choses. L'activité physique si vous en faites, et tout ce qui n'est pas relié à votre activité physique. À ce qui est aller courir, faire de la musculation. Vos nombres de pas dans la journée, quand vous allez vous doucher, faire la vaisselle, etc. Et cette partie-là de votre activité dans la journée, c'est là où c'est un levier très très fort que les gens ne soupçonnent pas. On parlait tout à l'heure de l'exemple des 5000 pas par jour. Et ben cette partie-là, vous marchez 10 000, donc 5 000 en plus, vous doublez. Vous allez du coup augmenter votre dépense énergétique dans la journée. Et la question, je me souviens plus parce qu'on parlait de métabolisme. C'est quoi le NEAT? C'est quoi tu as répondu. Ouais, c'est bon. répondu. Qu'est-ce que tu conseilles pour faire gonfler ce NEAT? Alors, on fait quoi? On fait la vaisselle toute la journée? C'est ça. Le plus Non, le ménage. Non, mais il y a des petits tips qui sont intéressants à faire au quotidien. C'est tout bête, hein. Il y a aller faire ses courses à pied au lieu de prendre la voiture. C'est vraiment des toutes petites choses. bête. Essayer de prendre des marches par-ci par-là. En fait, c'est des dépenses qui s'accumulent sans forcément trop s'en rendre compte. Vous êtes au téléphone, vous restez debout, ou vous marchez un peu, ou vous faites un autre truc pendant que vous êtes au téléphone. C'est vraiment ces petites choses qui Et s'accumulent. ça, vous les quantifiez comment? Avec une montre connectée pour avoir à peu près une. Enfin, c'est dur, j'imagine, de le quantifier. Des applications. des montres. Ouais, en fait, c'est vraiment extrêmement difficile. Il faudrait être dans un laboratoire, voir tout ça. Mais oui, l'idée, c'est que ta montre, en fait, par rapport à ta fréquence cardiaque, donc on a une fréquence cardiaque de base, et en fait, en étant actif un peu plus dans la journée, ça vous calcule une petite dose d'activité supplémentaire. Et donc les montres connectées c'est vraiment un outil super pour le sommeil, pour son stress, la variabilité cardiaque. Je sais pas si vous voulez en parler, mais c'est un sujet un peu complexe. Mais maintenant il y a des outils pour calculer votre stress également dans la journée. Vous avez une montre à conseiller? Je sais pas si vous êtes relié à des marques ou quoi, mais pour les gens qui nous écoutent, hein, tu sais, pas forcément peut-être acheter une Garmin à 400 €, 500 Ouais. €. Ah, mais il n'y a pas besoin en vrai. Voilà, c'est pour ça. Toi qui cours, on le sait. Même moi, j'ai une montre qui vaut plus cher que ce que je fais. Donc, la montre de base. Ouais, montre de base, ça suffit. Des Ouais, calories, montre de base. fréquence Ou même des cardiaque. applications.
Mais non, mais il y a Ok. des applications Google Fit, ça te dit le nombre de pas que Mm. t'as dans la Ok. journée. Ou C'est très très l'application pratique. santé, je crois, qui est sur C'est ça, iPhone, ouais. c'est parfait. Ouais. Pour des gens qui n'ont pas forcément envie d'investir, c'est vrai que le nombre de pas, c'est quand même un outil extrêmement intéressant. Si on peut essayer de s'orienter vers les 10, 12, 15 000 pas par jour, ça paraît énorme comme ça quand on le dit. Ça va pas être du jour au Mm. lendemain, mais en fait, au fur et à mesure d'arriver à accumuler un nombre de pas important dans la journée, ça donne une idée de Nickel. son augmentation de NIT, justement. Parfait. Pierre, Mm. une dernière question, je te voyais avancer. Non, non, mais surtout que ça crée pas forcément plus de fatigue, parce que c'est sûr que aller faire du soulevé de terre à la salle ou aller faire de l'elliptique comme un fou furieux ou aller au CrossFit, le lendemain t'es explosé, alors que aller marcher 5000 pas, bon, c'est sûr que tout dépend de la personne Abordable. et du contexte, mais oui, oui, c'est abordable et ça permet de faire une vraie différence, parce qu'on Parfait. accumule moins de fatigue nerveuse et physique. Exactement. Une question qui va peut-être nous permettre de partir sur notre seconde partie, qui est la nutrition. Est-ce qu'il y a un classement, si par exemple je dois être progressif et je me dis je veux pas commencer tout d'un coup, quel est le pilier? Est-ce que ça va plutôt être l'alimentation? Est-ce que ça va plutôt être le sport? Est-ce que c'est plutôt le sommeil? Et si je veux commencer clairement par un point parce que j'ai pas envie de révolutionner non plus ma vie, quel point est le Mm. plus important? Si vous me Mais répondez je pense l'activité Exactement. physique, les on gars, peut. ça va être dur, hein. Ouais, non, mais on peut donner deux avis. Le mien est celui de Morgane parce que je pense qu'il peut différer. On est d'accord, Morgane et moi. Mais moi, Mm. je dirais c'est sortir du sédentarisme. Ok. Et toi, Morgane, Moi, du je coup, dirais tu dis ça. le. Et Je bah sais ce qu'il va dire. alors moi je me pencherais plutôt sur le sommeil, qui est je pense une arme de santé massive parce qu'en fait tout à l'heure tu as posé une question sur est-ce qu'il y a des coupes-fins, des machins comme ça. Et en fait il y a plusieurs choses à donc en fait le sommeil ça permet à la fois d'avoir ces hormones stéroïdiennes, donc la testostérone notamment, qui est celle qui vous permettra en fait de maintenir et de faire croître votre masse musculaire, votre hormone de croissance, votre insuline. Il y a toutes ces différentes hormones en fait qui sont régulées par le sommeil. Si vous n'avez pas un bon sommeil, vous avez des hormones dérégulées. Et en fait, les calories que vous ingérerez en fait seront stockées différemment. Et en plus de ça, les différents signaux de faim que vous aurez dans la journée ne seront pas bons. Donc mais comme dit Mo, on n'a pas tous la chance d'avoir une vie qu'on peut mener comme on veut ou quoi. Mais le sommeil, pour moi, c'est vraiment la première chose sur laquelle je travaillerai. Et également pour réduire le cortisol. Alors, pourquoi, pourquoi le cortisol, à mon sens, c'est important? En fait, il faut savoir que l'insuline et le cortisol ne peuvent pas être hauts en même temps tous les deux. Okay. Donc physiologiquement, c'est pas possible. Enfin, sauf dans les cas de syndrome métabolique où les gens sont très obèses et ça devient impossible de leur faire perdre du poids à cause de cette double dose due notamment à la graisse viscérale dont on a parlé tout à l'heure. Lorsque vous avez un cortisol très haut, quand vous dormez pas, quand vous êtes stressé au travail, la seule manière de le faire, enfin une des manières de le faire descendre, c'est de faire monter l'insuline. Comment on fait monter l'insuline? On en a parlé tout à l'heure. Vous bouffez du sucre. Votre insuline monte, on se sent mieux. Et en fait, ce genre de choses, donc le stress, le sommeil, ont une influence sur ce cortisol. Et en fait, ça donne envie de manger du sucre. Donc si vous pouvez réduire le cortisol en dormant mieux, parce que ça vous permet de récupérer, ça réduit l'inflammation, il y a toutes ces choses-là, le cortisol descend, vous avez moins envie de faire monter cette insuline. Donc vous avez des meilleures habitudes alimentaires, et le cortisol, ça bouffe du muscle. C'est-à-dire que en fait, le cortisol, lui, son but, en fait, c'est d'extraire de l'énergie comme il peut de l'organisme. Donc, le cortisol, lui, il va chercher de l'énergie. Donc, en fait, il essaie de péter du muscle, en gros, pour vous donner des protéines et des choses comme ça à manger. Et donc, en fait, le cortisol, il faut essayer de le garder aussi bas que possible et d'essayer d'éviter de faire monter l'insuline trop haute. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant d'avoir le sommeil comme une arme massive de progrès. Juste pour apporter une petite nuance, c'est juste qu'il y a des moments dans la journée où c'est normal que le cortisol soit haut, genre au réveil, pour se réveiller. C'est complètement normal et c'est bien, c'est physiologique, c'est pour nous réveiller en fait. Et on est alerté et donc du coup on a un pic de cortisol le matin, c'est complètement normal. Ouais, voilà. Et en fait, c'est cette courbe-là qu'il faut essayer de faire monter le matin et de descendre le soir et on s'endort. Si vous êtes fatigué le matin et vous êtes en forme le soir, c'est un signe que votre cortisol est trop haut, en général. T'es pas d'accord? Si, donc, non, je dis ça, c'est pas voilà, très bon. d'accord. Et donc, en fait, faut faire attention à ça, parce que du coup, ça fait que vous êtes éveillé le soir, vous dormez moins bien, et donc, en fait, ça vous met dans une boucle chronique de cortisol élevé. Et juste un autre truc,
sur lequel je veux parler avant qu'on passe à la nutrition, qui est un point important que je voulais faire passer. En fait, quand on perd 1 kilo, généralement, on perd moitié graisse, moitié muscle. Et c'est vraiment très important à savoir, surtout sur les pertes de poids rapides, un peu agressives, où il faut vraiment faire attention à maintenir un stimulus musculaire suffisant pour essayer d'empêcher autant que possible cette perte de masse musculaire. Parce qu'en fait, la masse musculaire, on est en train de s'en rendre compte petit à petit, c'est un outil majeur de régulation de la glycémie, et notamment de l'insuline du coup. Donc quand on perd du poids, c'est pour ça que je dis il faut essayer de faire tout en même temps. Et je sais que c'est compliqué, mais c'est des petits détails en même temps. Vous n'êtes pas obligé de tout balancer, dormir 8 heures. Enfin, je veux pas vous stresser avec ça, mais d'essayer au moins d'inclure une séance de renforcement musculaire. Vous soulevez des trucs un peu lourds, ou vous faites des petites pompes, des squats et des choses comme ça. Quand vous faites une perte de poids, et parce que ce qu'on veut, c'est perdre du gras, c'est pas perdre du poids, et d'essayer de maintenir cette masse musculaire qui est, on le sent, on le voit de plus en plus. Un des facteurs de la longévité avec la VO2 max. Et ça aussi, j'aurais bien aimé parler des mitochondries. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est important à voir aussi, ouais. On en reparlera dans la deuxième partie, dans la troisième Yes. partie sur le sport. L'alimentation, concrètement, parce que c'est aussi ça le but du podcast, comment on fait, qu'est-ce qu'on met en place au niveau déjà macro, je pense que c'est peut-être une bonne base pour partir. Vous avez parlé d'augmenter les protéines et de leur importance. Est-ce que simplement, à la place d'avoir une semaine, on pourrait peut-être avoir ce que vous conseillez vraiment à mettre en place dans une journée en construction dans l'assiette? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous aiguiller sur ça, les gars? Peut-être Mo, et après Morgan, si tu veux rebondir. Alors ouais, super important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a parlé de calories, mais en fait c'est pas réellement ce qui compte, ça va être les macronutriments. Donc du coup on a des protéines, glucides, des lipides, et ça c'est super important. Et après on peut parler aussi des micronutriments, vitamines et minéraux qui sont essentiels à notre survie, on va dire. Euh, donc on a notre rapport calorique journalier, et après en fait on va répartir nos macronutriments. Et bien souvent, dans tous les accompagnements qu'on a pu faire avec Morgane, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Et bien souvent, le problème, c'est les protéines. Elles sont trop basses. Les gens mangent 10-20% de leur apport, c'est juste les protéines, et le reste, ça va être un excès de glucides ou un excès de lipides. Voilà, c'est souvent une dérégulation. Et quand on arrive à réguler, et en général, ce qu'on recommande aux gens, moi j'ai un avis qui diffère, mais en général, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un apport de 50% de glucides par rapport, si on reprend une personne qui mange 2000 calories par jour, 50% de glucides, 20% de protéines et 30% de lipides. C'est les recommandations. Et je pense que les gens, si déjà ils partent sur cette base, ils sont bien. Après, moi, ça c'est un avis personnel. Je suis à 40 de glucides, 40 de protéines et 20 de lipides. Mais ça, c'est un avis complètement personnel, et je pense que c'est à chacun de jauger et d'essayer de faire des tests. Et je reviens sur ce que disait Morgane tout à l'heure, et j'ai oublié de rebondir dessus. C'est super important de justement par rapport au macro, de calculer ses calories juste pendant une dizaine de jours pour se rendre compte, et c'est ça, moi, qui m'a ouvert les yeux, qu'on mange pas suffisamment de protéines et qu'il y a un déséquilibre là au niveau des macros. Et c'est ça le plus important. Après, il faut prendre un truc, et il y a eu des tests, et j'aime bien prendre cet exemple d'un professeur d'université aux États-Unis qui a fait un déficit calorique en mangeant n'importe quoi. Il a perdu de la masse graisseuse, il a perdu du poids, il a peut-être perdu un peu de muscle, etc. Mais sa diète, ça a été des espèces de chips là, avec des Oreos et des donuts. Ça a été sa diète pendant 12 semaines. Il a perdu du poids. Donc là, faut bien que les gens comprennent, et il y a eu plusieurs expériences comme ça, que si vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. Après, qu'est-ce que vous perdez? Je sais pas. Vous allez peut-être perdre plus de muscles, plus de gras, etc. Mais en tout cas, le poids sur la balance descend, et vous allez très certainement, quand vous êtes en déficit calorique, perdre du gras, pas autant que nous, on vous conseille d'en perdre, parce que comme le disait Morgane, vous risquez de perdre aussi de la masse musculaire si vous en prenez pas. Mais si vous êtes en déficit calorique, c'est bon. Mais si vous êtes en déficit calorique, 10-20% par rapport à votre diète de maintien, dépenses énergétiques journalières, là, votre déj, si vous baissez juste un tout petit peu et que vous régulez justement ces macros, vous allez avoir
plus d'énergie dans la journée. Vous allez aussi avoir les micros et macronutriments nécessaires pour le bon fonctionnement. Si vous êtes débutant pour une recomposition corporelle, vous allez pouvoir gagner de la masse musculaire, même en étant léger déficit, parce que pour gagner en masse musculaire, on vous demande de manger plus que ce que vous dépensez. Mais sauf pour les débutants. Les débutants, ils peuvent être en léger déficit et gagner un peu en masse musculaire parce que le stimulus qu'ils vont apporter à leurs muscles va faire en sorte qu'on va demander à devenir plus fort, entre guillemets. Vous allez demander à votre corps de devenir plus fort pour pousser plus, pour essayer de faire plus de répétitions et vous allez gagner en masse musculaire. Ça a une limite, ça. Hein. On parle quand on est débutant, quand on commence à être débutant avancé, là, ça y est, c'est fini. Peut-être qu'il va falloir apporter un peu plus de calories pour continuer à gagner en masse musculaire. Mais les débutants, sur les premiers temps, oui, ils peuvent gagner en masse musculaire tout en perdant du gras. Et c'est ce qu'on appelle justement la recomposition corporelle. Et au niveau des repas, alors, je fais quoi? Je prends protéines petit-déj, midi, soir. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous détailler? Vas-y, Ouais, vas-y. alors ça va dépendre des gens. Il y a des gens, tu vois, moi, là c'est pareil, je vais faire un cas perso, faire 5 repas par jour, c'est parfait. Quand j'ai abandonné le jeûne intermittent pour faire 5 repas par jour, que j'arrivais pas à me débarrasser de ma graisse abdominale, je faisais beaucoup de sport, je me butais. Dès que j'ai introduit 5 repas par jour, c'est-à-dire un petit déj, une collation à midi, une collation l'après-midi et le dîner du soir, à chaque repas, mes macros étaient les mêmes. À chaque fois, 40, 40, 20. À chaque fois, c'était pareil. Et là, j'ai commencé à perdre du gras. Pourquoi? Parce que j'avais une meilleure régulation de mon appétit. Et le problème avec moi et le jeûne intermittent, par exemple, donc c'est-à-dire les gens qui sautent le repas du soir ou le petit déjeuner, y en a qui arrivent très bien à réguler leur appétit sur la journée et ça leur convient très bien. Et je les encourage parce qu'ils sont habitués comme ça. Par contre, à des personnes comme moi, vaut mieux la tester et peut-être que rajouter une collation, c'est ce qu'il me fallait. Et justement, ça m'a aidé à réguler mon appétit et du coup à être en déficit calorique beaucoup plus facilement parce que j'avais pas cette dalle. Alors que quand j'ai retiré mon petit déj par exemple ou mon repas du soir, j'avais faim. J'avais faim toute la journée, je pensais à manger. Alors qu'en faisant des petits repas, j'arrivais plus à réguler mon appétit. Et je demande aux gens de faire des tests, s'il vous plaît. Faites des tests. Il y a peut-être des gens, un repas par jour, ça va leur suffire. Je ne le recommande pas forcément, mais peut-être que ça va leur convenir, manger toutes ces calories sur un repas. Et ça va pas changer grand-chose. Bien souvent, on parle de, attention, l'assimilation des protéines, etc. Non, vous avez 24 heures pour l'assimilation des protéines. Donc, il n'y a pas de problème et vous pouvez aussi manger beaucoup de protéines à un seul repas. Vous allez les assimiler. Il n'y a pas tant de pertes que ce qu'on pouvait penser jusqu'à présent. Donc, tout va bien. Donc, moi, je dirais de tester. Il faut impérativement tester et peut-être changer ce que vous faites actuellement là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre diète et essayer de réguler les choses. Tu pourrais nous donner une journée dans ton assiette, là, Mo, qu'on voit un petit peu ce que tu manges pour les Ouais, auditeurs. Toi, c'est ton expérience ouais, perso. Est-ce que tu pourrais nous ouais. transmettre un Alors, petit peu ça? Ça peut être cool. Après, chacun est ouais. libre de faire ce qu'il veut, mais c'est pour avoir une idée pour les gens, pour construire des repas, ça peut Mais être cool. les gens, Donne-nous. ce que je vais te dire, en fait, ils peuvent le regrouper. Tu vois, ils peuvent regrouper la collation du soir et le dîner. Tu vois, ils sont pas obligés de Ok. faire comme moi. Ils peuvent regrouper les repas. Tu vois, sauter le repas du soir et manger plus le matin, etc. Le petit déj, j'ai deux petits déj en général. Soit mon petit déj le plus simple, je me fais un gros bol en fait flocons d'avoine que je prépare la veille, ça c'est important. J'aime bien quand ça prend beaucoup plus de place. Flocons d'avoine, graines de chia, une scoop de caséine micellaire. La caséine micellaire, ça va vous caler pour toute la matinée. En fait, c'est assimilation lente, donc du coup voilà, ou vanille ou chocolat, si vous prenez ou neutre, ce que vous voulez et des fruits. Pour mon petit déj, je mets des bananes et des myrtilles. Des myrtilles surgelées parce que j'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi, c'est très bon surgelé, ça me donne une petite fraîcheur. J'ai mis au soleil et c'est très bien. Alors, j'ai retiré ma collation du matin parce que j'en ai plus besoin avec la caséine. Avant, je prenais pas de caséine, je prenais la même chose que je prenais, sauf que la caséine, vraiment, ça me cale. Sinon, le matin, j'aime bien me faire une omelette avec un bout de pain. Ça me va aussi très bien et un petit Ok. bout de fromage aussi. Enfin, du fromage dans mon omelette.
ça me va très très bien. Donc plus de collation, mais avant ce que je faisais, c'était quelques amandes avec un carré de chocolat. Le midi, ce que je vais essayer de faire, c'est comme moi je m'entraîne le matin, tôt le matin, j'aime bien. Alors attention à ce que je vais dire, ne suivez pas ce que je vais dire. Là aussi, c'est quelque chose de personnel, mais ça fonctionne très bien. C'est d'essayer de gérer mes glucides autour de mes entraînements. Donc le matin, j'ai des glucides avec mes flocons d'avoine, etc. Et à midi, je veux recharger mes réserves de glycogène pour le lendemain matin pouvoir m'entraîner. Et c'est important pour justement, on s'est entraîné, ça va nous aider à gérer une glycémie. Et c'est peut-être on a parlé de l'insuline, ça transporte les aliments là où il faut. Donc du coup, justement, profiter de cet effet de l'insuline pour apporter des glucides après mon entraînement, j'aime bien. Et je trouve que ça me permet d'avoir aussi une meilleure gestion de mon appétit. Donc, je vais manger du riz, des pâtes, du pain. Ça peut être aussi des légumineuses, peu importe. Des protéines toujours. Et si je dois partager mon assiette, ça va être la moitié de légumes, poêlée de légumes, peu importe. Un quart de protéines, un quart de glucides. Et en dessert, des protéines, souvent quelque chose de protéiné avec yaourt à la grecque, avec des fruits, etc. Collation de l'après-midi, j'en ai plus besoin aussi. J'arrive à bien gérer comme ça. Avant, je prenais pareil, une poignée d'amandes avec un carré de chocolat. Et le soir, en général, ça va être pauvre en glucides. En général, c'est un bout de pain pour des glucides et pas mal de légumes. Et parce que je digère bien les légumes, attention, il y a des gens qui digèrent pas très bien les légumes. Et ça va être pas mal de légumes avec une source de protéines végétales ou animales. Alors végétales, on a à la maison, on cuisine pas mal de quinoa, du tofu, du soja texturisé. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous le mettez dans l'eau, ça gonfle. Ou sinon une protéine animale. Et je vous avoue que j'ai une petite faiblesse pour les œufs au plat le soir. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore. Et du coup, si j'ai pas mangé d'œufs le matin, j'essaie d'en manger le soir. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant cette répartition des glucides autour de l'entraînement. Avec Pierre, on a eu la chance de recevoir HZOD la semaine dernière qui nous en a parlé. En plus, il nous disait, Pierre, si tu veux en parler de l'aspect anabolisant de l'insuline aussi, qui peut être cool pour l'entraînement. Oui, complètement. Lui, il considérait que répartir, en fait, il cycle ses glucides dans la journée et il les répartit autour de l'entraînement pour avoir de l'énergie pour cet entraînement tout simplement. Hein. Il te dit, les glucides, ça sert à carburer, donc t'en as besoin. Et par contre, à contrario, il te disait que si tu voulais taper dans le gras et aller chercher de la lipolyse, de faire du travail cardiovasculaire à faible intensité à jeun. On t'a perdu. T'as perdu. On t'a perdu, Pierre. C'est bizarre. C'est intéressant ce qu'il disait là, justement. Ouais. Parce que j'ai vu un post Instagram, il faut que je vous le retrouve et il faut que je vous le partage. C'est que en fait, le cardio à jeun, c'est vrai, on va peut-être aller chercher un peu plus au niveau du cardio à jeun, mais en fait, on va compenser le reste de la journée sur d'autres choses. Donc, il y a pas grande utilité à part pour le confort digestif. Faible intensité, hein. Et l'idée, c'était d'aller chercher quand même une augmentation des corps cétoniques. Le but, c'était surtout ce qu'il disait, c'était que si ça faisait une grosse dizaine d'heures que tu étais à jeun, tu te retrouvais à avoir épuisé ton stock de glycogène hépatique et que tu pouvais à ce moment-là plutôt aller chercher et taper du gras. C'est toujours pareil. On est tous différents. On n'a pas la même capacité à mobiliser nos réserves de graisse. Mais ça rejoint un peu cette idée de régime cétogène qui est l'extrême, on est bien d'accord, mais où tu viens chercher à mobiliser de manière plus efficace tes réserves de graisse pour pouvoir les utiliser en tant que carburant.
à contrario de tout le temps carburer sur du glycogène hépatique. Et il nous a parlé aussi des cellules graisseuses. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler. Ben, peut-être Morgan, si tu veux en parler. Qui Mm. apparemment ne disparaissent pas avec le temps. Est-ce que tu pourrais nous aiguiller sur ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ton avis sur la question? C'est un grand problème avec les cellules de gras. C'est le même principe que pour les cellules musculaires, c'est-à-dire que euh, au bout d'un moment, quand elles atteignent un certain volume, elles veulent se diviser pour voilà répartir un peu plus la graisse. Et donc en fait, vous avez de plus en plus de petites cellules de gras qui se rempliront plus facilement. Et c'est pareil avec les cellules musculaires qui, quand on fait de l'exercice, en fait, se divisent également et vous avez plus de cellules musculaires qui restent. Et donc quand vous perdez du muscle, par contre, ces fibres sont encore là. C'est pour ça qu'il y a une espèce de, il y a un historique dans le corps par rapport aux différentes choses. Donc, quand on perd du poids, c'est plus facile d'en reprendre, et quand on perd du muscle, c'est également plus facile d'en reprendre. Et c'est quand même important de le noter et de faire attention à essayer de rester stable. Moi, je voulais, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais je vais juste parce qu'on est un petit peu sur l'exercice, vite fait, juste parler en fait de l'importance de la mitochondrie. Vous avez dû voir ça, tout le monde a dû voir ça en SVT, voilà. En fait, on ne peut pas brûler le gras sans mitochondrie. C'est votre outil d'utilisation en fait de votre graisse. Et une mitochondrie en fait, pour avoir plus de mitochondries, parce que si vous voulez brûler plus de gras, il vous faut plus de mitochondries. Plus de mitochondries, ça veut dire que vous brûlez plus de gras, ça veut dire que vous avez plus d'énergie. Donc un autre facteur intéressant pour une personne qui a du mal à retrouver, parce qu'il faut de l'énergie aussi, il faut essayer d'arriver à maintenir de l'énergie quand on veut perdre du gras, quand on veut perdre du poids, ça demande de la motivation, de l'énergie. La mitochondrie, c'est votre centrale énergétique. Plus vous en avez, plus vous allez avoir d'énergie. L'une des premières choses qui est intéressante à faire également, quand on veut perdre du gras, c'est de se mettre à faire du travail cardiovasculaire. C'est pas obligé d'être beaucoup, ça peut être pas grand-chose pour vous, mais augmenter votre stock de mitochondries augmentera d'une part votre capacité à activer votre lipolyse, parce que du coup, si vous avez du gras qui passe, mais vous n'avez pas les outils pour brûler, pour utiliser ces graisses, en fait, votre corps ne pourra pas les transformer en énergie et en action. Donc, c'est intéressant en fait d'avoir de se mettre à faire peut-être du vélo ou de la marche même au tout début, sortir de la sédentarité, comme disait Mo, parce que ce sera un outil. Au départ, ça vous coûte un peu d'énergie, mais c'est un investissement qui vous en donnera plus à l'avenir, parce que ça vous permettra de développer ces petites bactéries qui vivent dans vos cellules, qui vous permettent d'utiliser ce gras. On en reparlera dans pas longtemps. On va Pardon. partir sur l'activité physique. Non, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de choses à parler. Ouais, Moi, j'avais une question, c'est est-ce qu'il y a des aliments, moi je pense notamment aux légumes. C'est vrai que ouais. quand tu manges la moitié des légumes dans une assiette, enfin, tu vois, derrière, t'en peux plus. Alors qu'au final, derrière, j'imagine que t'as pas énormément de calories, donc c'est hyper intéressant. Est-ce que vraiment les légumes, c'est une clé de voûte vraiment pour la perte de poids? Et est-ce qu'il y en a aussi d'autres? On a parlé des protéines. Est-ce que par exemple, il y a aussi le gras, peut-être à identifier du bon gras et éviter le mauvais gras? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner des tips par rapport à ça, vraiment au niveau alimentaire pour chaque macro? Comment un petit peu les choisir? Ouais, je commence par les légumes. Faut pas oublier que ça fait partie de la famille des glucides. C'est très pauvre en calories, mais ce qui est intéressant, tu as parlé de satiété. Donc, du coup, oui, ça prend de la place. Donc, du coup, c'est cool. Mais ça va nourrir ton microbiote, mais surtout, c'est que c'est riche en vitamines et minéraux. Et je crois que c'est 70% de la population française a des défaillances en minéraux et du coup en magnésium, zinc, en oligo-éléments. Et c'est super important parce que pourquoi? Parce qu'on mange plus suffisamment et on est obligé de se complémenter parce qu'on mange plus suffisamment de fruits et légumes qui sont des bombes au niveau justement de ces micronutriments. Vas-y, Morgane. Et c'est intéressant également parce que si vous avez des déficits en différents minéraux, en fait, vous allez pouvoir manger plus de choses. Enfin, c'est-à-dire que c'est très facile de manger un paquet de chips en entier, mais faites pareil avec un paquet la même quantité Brocoli. en carottes. Au bout d'un moment, votre corps va faire OK, c'est bon, là, je vais essayer de bêta-carotène, tu vas te calmer un petit peu. Alors que juste de la calorie, du sel et du gras, le corps, il peut en prendre autant qu'il veut. Il fait ouais, génial, de l'énergie. Est-ce que quand on a un surpoids, il y a justement des compléments à faire attention? Tu as parlé du magnésium pour le sommeil. Bon, on avait déjà parlé avec NutraStream sur justement plutôt l'aspect microbiote. Mais est-ce que quand on a un surpoids, on a tendance à avoir certaines carences que d'autres personnes de la population n'ont pas? Pas forcément des carences parce qu'on peut. Alors attention, on peut être en surpoids ou en obésité et pas forcément
On prenait l'exemple tout à l'heure avec Morgan, alors je sais plus, le mec qui traverse la Manche à la nage, qui fait des Oui, exploits de le, ouf. le phoque, là. Ouais, mais justement, Le qui a, fuck. qui a pris de la graisse. Et je pense que ce mec, au niveau de sa santé, il est très très bien. Et ça peut être un peu dangereux au bout d'un moment d'avoir trop de gras, mais je pense qu'il est très très bien. Mais je pense que euh, il suffit pas d'être en obésité ou en perte de poids pour être en carence. Regardez, il faut juste regarder les gens autour de nous, les coureurs. Hein, ou toi qui dois avoir beaucoup de coureurs, je te promets qu'ils ont tous des carences Ah oui, mais c'est avec la sûr, c'est sûr. transpiration, etc. Ils ont tous des carences. Mais oui, En oui, minéraux. en minéraux. Ouais. Il faut se complémenter en minéraux, mais il y a un truc super important, on n'en a pas parlé. Ben, tu parlais des acides gras. Le grand problème aussi, c'est les oméga 3. Ça manque dans notre alimentation. Et s'il y a un complément que moi je recommanderais, c'est les oméga 3. Ok, Les oméga 3 qui D'accord. va baisser ton inflammation, qui va t'aider à réguler le stress. Il y a tellement de bénéfices. Après, ça se retrouve dans l'alimentation, attention, poisson gras, poisson bleu, etc. Ou graines, certaines graines qui sont riches en oméga 3. Mais la complémentation en oméga 3, je pense que c'est ça. Morgan? Ouais, en fait, les oméga 3 ont un autre avantage, c'est donc une cellule, en fait, c'est une bulle de gras. Et en fait, le gras qui constitue la membrane de chacune de vos cellules est extrêmement important. Donc en fait, quand il y a une balance qui n'est pas bonne entre vos oméga 6 et vos oméga 3, donc on mange énormément d'oméga 6, et ben, vous avez un problème de ce qu'on appelle de fluidité membranaire. Donc en fait, les hormones, etc., c'est régulé par des récepteurs, etc., qui sont sur cette membrane. Et en fait, leur efficacité est également régulée par le taux d'oméga 3, le taux enfin voilà, d'oméga 3 que vous avez dans ces membranes cellulaires. Et en fait, le fait de réguler, de ramener en fait ce taux d'oméga 3 à un niveau un peu plus élevé, vous permettra en fait d'avoir une meilleure efficacité de vos différentes cellules, notamment de vos mitochondries qui adorent les oméga 3. Donc d'augmenter votre capacité à brûler du gras et à une meilleure efficacité du cycle de Krebs, etc. Et quelle graisse on évite de ce fait alors? C'est quoi Moi, on bannit quoi? On bannit, c'est un alors, grand mot hein, parce qu'on a bien compris qu'il fallait pas bannir, mais Alors, la friture, vraiment, c'est pas dingue. voilà. Globalement, la friture, de manière générale, je sais qu'on ne doit pas bannir les choses, mais vraiment, si tous les jours vous mangez, parce que j'avais une cliente comme ça, j'étais là, genre, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, fais-moi photo de tout ce que tu bouffes. Et tous les jours, elle mangeait midi et soir du poulet frit, quoi. Et en fait, je suis là, genre, écoute, là, il y a un, enfin, là, il va falloir arrêter. Et en fait, elle a arrêté ça une semaine. Tout de suite, les choses se sont améliorées. Elle a pris des compléments en oméga 3, ça a amélioré un peu les choses. Mais il faut vraiment faire attention à pas manger. C'est pas jamais, mais c'est pas un truc qui devrait faire partie de votre Et quand tu alimentation fais tes cuissons courante. de viande, tu nous mets quoi alors? Cuisson de viande, vinaigrette, on choisit quoi? Bah après, on peut utiliser un petit peu d'huile d'olive. Ça fonctionne très bien l'huile d'olive. C'est des monoinsaturés, ça pose pas trop de problèmes. Moi, je cuisine au beurre. Il n'y a pas de problème avec ces choses-là. C'est-à-dire que je suis sûr que Clem Diet ferait des acides gras saturés. Lui, c'est Hmm. sa croix et sa bannière. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà, Ok. c'est mon truc. Mais Un ouais, équilibre à trouver en fait. Un ouais, équilibre à avoir exactement. entre les bons et les mauvais. non, mais Pour comme cuisiner, de Clem toute le façon, diète le dit, non, mais pour cuisiner, de toute façon, les huiles végétales tiennent très très mal la chaleur. Donc l'huile d'olive dans une casserole, vous allez la gâcher. Le beurre, ça tient très bien et c'est un point de fumée qui est assez haut. Beurre ou Mm. huile de coco. euh, Ouais, l'huile de coco, c'est pas mal aussi, ouais. voilà. Ouais. Donc Bah, moi, j'aime pas le goût que ça donne, même quand c'est enlevé, il y a toujours ce les œufs, petit. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, les j'aime fruits. pas ce petit goût coco au fond là. Enfin bon, bref, ça c'est. Mo, Ouais. il se met mais j'ai une de vidéo qui, coco, c'est sûr. j'ai, de tout, moi, je n'ai pas de difficulté. Mais j'ai une vidéo sur la margarine et le beurre qui arrive avec Clem le diète. Ouais. Ok, Vous allez intéressant. être Ça, surpris. il nous tease, il nous tease. Et dernière question au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on peut avoir un effet justement sur les hormones, sur le cortisol avec l'alimentation? Est-ce qu'il y a des petits tips, par exemple pour le sommeil, peut-être aussi le soir pour essayer de mieux dormir? Est-ce qu'il y a un type d'alimentation particulière? Les glucides. Ouais, merci, c'est cool qu'il l'ait dit.
La production de mélatonine est très difficile, surtout pour les femmes, on mange pas de glucides le soir. Donc en fait, c'est un aliment, pas forcément pas obligé de faire des grosses assiettes, et d'essayer de manger à distance de son sommeil, parce que si votre corps est encore en grosse digestion au moment de dormir, ça va être compliqué pour vous de dormir. Et les glucides le soir, c'est excellent pour le sommeil, ouais, parce que du coup, ça baisse votre cortisol. On en a parlé tout à l'heure, il faut essayer d'avoir cette courbe-là de cortisol dans la journée. Donc si on peut le réduire le soir, surtout quand on est un peu stressé, c'est une bonne chose d'avoir des glucides le soir. Ouais. Et au niveau alimentaire, est-ce qu'il y a des différences si on est un homme, une femme? Est-ce qu'il y a des choses justement sur lesquelles on doit faire attention, ajuster par rapport à l'âge? Est-ce qu'il y a des curseurs qu'on doit justement modifier? Moi, je dirais que si pour une perdre son gras, en fait, on parlait voilà de la loi de la thermodynamique, c'est pareil pour tout le monde. C'est qu'il faut manger moins que on dépense, etc. Ça c'est pareil pour tout le monde. Par contre, il y a un truc important, c'est que là, par exemple, il y a des diètes qui sont à la mode, comme la diète du jeûne intermittent, où les gens n'ont pas compris le principe du jeûne intermittent et l'utilisent pour maigrir. Et en fait, alors, tout le monde peut faire le jeûne intermittent. J'ai aucun problème avec le jeûne intermittent, mais c'est juste qu'il faut faire très attention. Il y a des personnes dépressives, c'est pas recommandé parce que oui, n'importe quel stress, on va sécréter beaucoup de cortisol et le fait de jeûner, bah, ça crée un stress, mais le fait de s'entraîner aussi, on crée du corps, enfin, on va stresser le corps quelque part, mais là, on va stresser le corps sur beaucoup plus de temps. Et je reviens juste sur les femmes où moi j'ai lu des choses justement, et je pense que les femmes qui font le jeûne intermittent devraient s'y intéresser sur le jeûne intermittent et leur période menstruelle. Et là, c'est pas bon. Là, il vaut mieux éviter. Il y a plein de pertes justement de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Et donc peut-être faire attention à ce moment-là. Et s'il y a des jeunes qui passent par là, vous êtes en pleine croissance. Comme l'a dit Morgane, jusqu'à 27 ans, vos clavicules grandissent. Tant que vous êtes en croissance, ça sert à rien d'essayer de rentrer dans la privation. Là, je vois les petits jeunes à 18, 19, 20 ans qui arrêtent de manger parce que c'est l'industrie alimentaire qui vous a dit, qui vous a mis le petit-déj. Non, peut-être que vous avez besoin ou pas du petit-déj, mais peut-être que vous en avez besoin. Et ça sert à rien de rentrer dans des restrictions de déficit calorique sans passer par cette étape et d'essayer de se bouger plus, notamment quand on est jeune, en dessous de 25 ans, où on a une ambiance hormonale dans notre corps pampelop, et tout va bien en fait, et c'est génial, et faut en profiter. C'est là où on construit sa base musculaire. Donc si vous êtes jeune et que vous passez par là, et mangez et entraînez-vous. Ouais, tout le monde pareil, mais faut en profiter. Ouais, juste les femmes, la réduction de glucides, tout ce qui est cétogénique et tout, apparemment c'est pas dingue. Apparemment, d'après ce que je comprends. Et plus on vieillit, plus il faut manger de protéines. Parce qu'en fait, il faut éviter, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place au niveau digestif, au niveau de la production de muscles. Et il faut, pour empêcher leur dégradation trop rapide, vraiment augmenter le nombre de protéines que vous mangez, même si vous faites pas forcément de sport, pour éviter de perdre de la masse musculaire en vieillissant. Super. Et est-ce que vous avez un dernier conseil pour nos auditeurs au niveau alimentaire? Après, Pierre, je te laisserai, si tu veux poser ta question, Pierre, vas-y, hein, fais comme tu veux. Moi, je dirais juste. On finira sur ma question, ne vous inquiétez pas. Moi, je dirais juste, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation, c'est un ami, faut pas le voir comme un ennemi. Il n'y a jamais rien interdit. Ne vous interdisez jamais rien. Et si vous êtes dans une période où vous voulez changer physiquement parce que vous avez trop d'excès d'énergie stocké sous forme de graisse et vous voulez changer, faites-le progressivement et n'éliminez aucun aliment. C'est pas les aliments le problème, c'est peut-être votre comportement avec justement cette alimentation. Et si vous aimez manger des gâteaux, des viennoiseries, etc., il faut peut-être justement apprendre à retrouver le plaisir de les manger et pas manger une viennoiserie tous les jours s'il n'y a plus de plaisir en fait. On rencontre plus de plaisir. Il faut peut-être le manger une fois toutes les 2 semaines. Là, on va retrouver le plaisir de manger un bon croissant au beurre bien gras là. Et tout en ayant conscience de ce qu'on va manger sur le reste de la journée, parce que comme le disait Morgane tout à l'heure, le fait de compter ses calories, on va avoir conscience en fait de tout ce qu'on a pu manger dans la journée, et peut-être qu'on réalise à ce moment-là que il y a un déséquilibre quelque part. Morgane, un dernier mot sur l'alimentation? Un conseil? Ouais, non, c'est essayer quand même de rester. Apprenez à cuisiner, je pense. C'est ça paraît bête, hein, mais si vous juste des recettes simples. Nous, on mange genre
courgettes grillées, pâtes avec un steak haché. Voilà, ça vous fait un repas, c'est très bien. Donc, apprenez juste à cuisiner des choses toutes bêtes. N'hésitez pas avec le sel, hein, c'est pas un mauvais aliment, le sel, pas trop non Il y plus, a une mais petite chaîne, t'as une chaîne à recommander au niveau de recettes alimentaires ou quoi, je sais pas, ou un livre pour les gens qui peuvent peut-être tu vois, à la maison. Euh, là, comme ça, alors Mo, il fait beaucoup de recettes. Donc Ah, ça, c'est très bien. Ouais, ouais, elles sont très bien, ces recettes. Bah, allez, allez. elles sont stylées, elles sont light et tout. Moi, j'en ai une ou deux, mais comme ça, j'ai pas de... Ok. Parce que nous, on mange assez simple à la maison. Mais je Ouais. recommande juste de t'apprendre à faire en sorte que les aliments aient bon goût. Et c'est vrai que ça aide de manger des choses qui sont plutôt bonnes et d'éviter tout ce qui est déjà préparé ou transformé parce qu'on maîtrise pas très bien. Et faire Super. attention au resto aussi, parce que le resto, lui, au lieu de mettre 10 grammes de beurre, il va vous en mettre 50. Mm. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est du goût. Donc, faut Ouais, faire gaffe au restaurant et pas les faire trop souvent si on peut éviter. faut rader Top Chef et tout, c'est incroyable. Franchement, Ouais, des fois, je vois des extraits là, non, mais tu dis c'est même un fou. peu de beurre. Pierre, je te laisse rebondir sur la dernière question, vas-y. Non, mais je pense qu'on a tous des bonnes clés pour pouvoir faire son panier de course quand on va y aller tout à l'heure là. Donc si on résume pour le petit déj, Mo il nous disait au final des fruits et fruits surgelés, ça semble être la bonne solution. Comme ça, Et vous n'avez pas besoin de les stocker, pas protéiné, en courir au fait. frigo. C'est Et oui. intéressant. Mm. Et du coup, de la caséine que tu mets avec du lait végétal, c'est ça? Moi, personnellement, je me suis habitué à l'eau. Mais les gens ils vont me dire, ah, de Mm. l'eau. Mais vous pouvez mettre du lait normal ou du lait végétal. Mais moi, je me suis personnellement habitué à l'eau, j'adore. Ok, d'accord, bah, c'est parfait. Parfait. Et Ben après, j'ai écoute, l'impression que les œufs, quoi, dans tous les podcasts. Euh, C'est Les œufs, génial, c'est les c'est le œufs. l'instable, hein. dénominateur commun de tous les gens qui ont perdu beaucoup de poids. Mm. Regardez bien, il y a les œufs, toujours. Mm. ah, ben justement, vous avez un top 3 des aliments à conseiller et à éviter, justement, Si on pour devait finir cette partir partie-là. Allez, si on devait partir sur une île déserte, quels voilà. Qu'est-ce sont que les tu amènes? 3 aliments Voilà. Vas-y, Morgane. Ah la vache. Trois aliments. Bah, qu'est-ce que j'aime, en gros? Genre un légume, un glucide et Ouais, un. pour tenir, quoi, pour être Ouais, bien, tu vas pour continuer à tenir, voilà. t'entraîner. Moi, ce serait tout bête. C'est œuf, carottes, riz. Vraiment, c'est mes trois. Ça paraît bête hein, comme ça, mais ouais, les carottes, on peut les faire de plein de manières différentes. Le riz, moi, je peux en manger. Enfin, je m'en fiche. Je peux manger du riz à tous les repas. Il y a pas de problème. Et les œufs, c'est pareil. C'est un aliment. Enfin voilà, c'est un aliment magique. On peut le faire de tellement de manières différentes. Et les trois, en fait, en termes de micronutriments, c'est une tuerie. Allez, Je vous laisse parfait, regarder le. on prend tout ça. Et toi, Mousse, tu prendrais quoi? Et tu nous as pas dit ce que tu voulais bannir, Morgan. Tu bannis quoi? Ah, Qu'est-ce que tu laisses dans l'avion, là, posé, tu sais, sous le siège? Tu les as mangés euh, peut-être un peu avant, mais. pour ma santé ou pour la survie? Attends, Non, pour la santé, pour la santé. Enfin, pour la santé, pour les gens justement en surpoids, ce qu'il faut absolument, on l'a dans le ouais, frigo, on le éviter. jette par Donc, la fenêtre. ouais, donc tout ce qui est frit, en fait, la friture Ok, vraiment à friture. bannir number one. Nuggets, chips, c'est ça, hein, que tu appelles la friture. Ouais, les chips, c'est terrible aussi. Les chips, c'est terrible parce que c'est trop bon. C'est un péché mignon de malade, genre vraiment les chips, comme ça là. Et moi, faut pas que j'ai trop de pistaches non plus. Non. En fait, j'adore ça, mais c'est compliqué les pistaches. On a une histoire. Et c'est quoi ton avis sur les chips un petit peu, tu sais, les chips de lentilles, c'est un petit peu Ah, ce De marketing un peu betterave, sur les nouvelles carotte. chips, ouais, de betterave. bah c'est trop bon, mais c'est pareil, c'est dangereux, c'est des C'est bombes dingue. caloriques. Franchement, Ok. tu manges 800 calories en 20 minutes Et t'as et c'est encore fait faim. quoi. Et ouais, c'est ça. Et après, et en plus t'as soif et donc tu dis, ça irait bien avec une petite bière. Et donc voilà. Pardon. Et j'ai dit les pistaches, c'est perso, mais les pistaches Oui, c'est vraiment, c'est génial en termes de micronutriments et tout. Mais c'est juste que moi, si j'ai un paquet de pistaches, je le finis. C'est-à-dire que j'ai 500 grammes de pistaches devant moi, je ok. mange le Nutella. Pas de Voilà, Nutella, Nutella, allez. voilà. Voilà, Pas de allez, vite. Nutella, pas de chips et pas de friture. Voilà. Et Ouais. après, c'est Et mon toi, top Mou, du 3. coup, ton top 3 quand on passe à l'activité physique sur les deux? Euh, Pareil, les œufs, le riz, et ça va sembler un peu bizarre, mais je pense que c'est riche en fibres et en glucides en même temps. C'est les haricots rouges, ce que je Haricots prendrai rouges. avec moi. Ok. Et, Et après, euh, bah, à bannir. et après, alors j'en bois pas, mais l'alcool, Ouais. ça, Et oui, après, oui, Bah c'est oui, sûr. bah oui. Classique. l'alcool, soda, c'est des calories à boire qui servent à rien. Et pour moi, péché mignon, vraiment, c'est les viennoiseries.
Ok. Hmm. Et soda, Voilà. tu penses jus de fruits aussi ou tu mets à part? Bah ouais, des jus de fruits, et c'est mieux de le faire à la maison. Tu sais, au moins t'as un peu de pulpe quand tu le fais à Ouais, la maison, voilà, mais le truc que tu vas Hmm. acheter, c'est pas des terrible. calories. Boire ces calories, s'il n'y a pas de protéines dedans, c'est pas intéressant. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, je pense on a été assez complet sur l'alimentation. On va finir sur l'activité physique. Donc, vous avez parlé de cardiovasculaire, vous avez parlé de renforcement. Concrètement, je veux perdre du poids. Qu'est-ce que je fais? Je fais une de chaque. Je fais d'abord une et après je fais l'autre. Qu'est-ce que je fais et quel intérêt aussi pour chacune des deux? Alors, dans notre approche à nous, ce qu'on recommande tout le temps, en fait, c'est d'essayer de combiner les deux et de devenir des athlètes hybrides. Ce que Morgan et moi, on essaie de faire, c'est-à-dire d'avoir une capacité cardiovasculaire assez importante, c'est-à-dire au moins minimum de courir, être capable de courir 10 kilomètres. C'est déjà, on s'en fout du temps, hein. Moi, je m'en fiche du temps. C'est au moins essayer d'être capable de courir 10 kilomètres et au moins essayer de soulever son poids, faire une traction et de pousser son poids, de faire des pompes. Ça c'est, je dirais, la base minimum. Et on va toujours tendre à ça, en fait, à essayer parce qu'en fait, pendant longtemps, on a cru que c'était deux choses qui allaient pas ensemble, le cardio et l'hypertrophie, le gain de force musculaire, etc. Alors que non, pas du tout. En fait, travailler son cardio, ça te permet de gagner plus de masse musculaire. Travailler sa masse musculaire, ça te permet d'être plus fort et d'aller plus loin au niveau de ton cardio. Donc c'est super complémentaire et on recommande à tout le monde de se mettre aux deux en fait s'ils peuvent. Après, si on en doit en choisir qu'un, je te laisse parler, Morgan. Si on n'a pas le temps, parce que il y a aussi ça, il y a les Hmm. contraintes de temps. C'est bien beau ce qu'on dit, mais les gens travaillent ou les gens ont des études et ils n'ont pas forcément le temps de tout faire. Vas-y. Hmm. Si les gens ont vraiment pas le temps, je recommande vraiment de se focaliser sur le renfort musculaire. Parce que ça, c'est en termes de longévité et de gains qu'on maintient et de stabilisation de poids, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, à mon sens, le plus bang for your buck. Mais si je devais donner un conseil de quelqu'un qui part de zéro, zéro absolu, je lui dirais d'abord commence par faire de la marche. Et parce que, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, pour stimuler sa production de mitochondries. Parce qu'en fait, le problème majeur des gens qui sont en surpoids, c'est généralement un manque d'énergie. Et donc du coup, ils le compensent en mangeant des petites choses pour leur donner ces petits sursauts d'énergie dans la journée. Moi, je recommanderais de se mettre à la marche, 1000 pas, 2000 pas, 3000 pas. Commencer par faire de la marche et d'essayer d'arriver aux alentours de 10 000 pas par jour si possible. Ensuite, toujours pour cette même raison, un travail cardiovasculaire. Parce que c'est dur d'être à la salle de sport si on a j'allais dire VO2 max, mais si on est essoufflé quand on fait juste 5 exercices et après on n'en peut plus, c'est compliqué. Donc la capacité de récupération entre les exercices de renforcement musculaire sont généralement au début limitée par sa capacité à récupérer entre les différents exercices. Donc je recommanderais du travail cardiovasculaire. Si on est vraiment en surpoids, le vélo ou même la natation, si on aime un de ces deux exercices, et idéalement 2 fois dans la semaine. Pourquoi 2 fois? Pour avoir 2 séances différentes. À la fois une séance qu'on appelle le zone 2, tranquille, où on va travailler ce fond cardiovasculaire. Donc ça peut commencer par 5, 10, 15, 20 minutes, et on peut monter jusqu'à 1 heure, 2 heures. En vélo, on peut monter jusqu'à très très loin. Mais cette séance dite longue, où on fait un travail, où on peut parler en même temps qu'on fait sa séance, pour travailler à la fois sa circulation sanguine, de gorger ses muscles de sang, d'augmenter son nombre de mitochondries pour avoir plus d'énergie. Une deuxième séance, elle, un peu plus intense, si on peut. Au début, peut-être pas se focaliser sur celle-là, mais une deuxième séance un peu plus intense, où on fait un truc très, très, assez difficile, où on est très essoufflé, et puis de s'arrêter. Et puis de faire un truc où on est très essoufflé, et de s'arrêter. De faire 15-20 minutes comme ça. Donc d'avoir ces 2 séances-là de cardio, pour moi, au début, ce serait comme ça que j'organiserais les choses. Et ensuite, de mettre une séance de renforcement musculaire, pompe, squat, on tire des choses, et d'essayer au final d'avoir 3 séances de renforcement musculaire et 2 séances de cardio dans la semaine, et en marchant. Donc c'est comme ça que je construirais le plan d'entraînement global pour quelqu'un. Et sur une séance de renfo, qu'est-ce que vous conseillerez? Vous conseillerez donc de pas avoir de charge, de plutôt conseiller des répétitions longues, des séries longues. On serait sur quoi? Quel type de séance? Plutôt un circuit d'exercice avec une pause entre chaque circuit? Ou est-ce qu'on fait un exercice, on se repose, un exercice, on se repose? Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, au début, ça dépend vraiment de la capacité des personnes, mais oui, en fait, de faire tout le corps idéalement. Donc, un exercice pour les jambes, par exemple, s'asseoir et se lever d'une chaise, et de le faire comme on peut jusqu'à ce que on se donne Cool. une petite marge de 1 ou 2 répétitions, mais voilà, de se fatiguer un peu et puis de prendre un petit break, 1, 2 minutes, et ensuite de passer à un autre exercice. Donc, par exemple, une pompe sur le plan de travail de la cuisine. Hop, vous en faites 1, 2, 3. Vous voyez ce que vous arrivez à faire. Et de laisser un peu l'exercice déterminer le nombre de répétitions qu'on fait. Parce que si je donne des nombres de répétitions, les gens vont être dégoûtés. Ah bah non, j'ai même pas la En, capacité de m'asseoir en 10 fait, fois. c'est plus aller chercher l'échec musculaire, un petit peu ce que tu décris, j'ai l'impression. En Pas, fait, peut-être l'idée, pas musculaire, mais peut-être aussi cardio-respi, enfin, qu'il y ait une des deux composantes qui. d'aller chercher un stimulus. Et donc l'idée d'un stimulus, en général, c'est quand l'effort commence à décroître. Donc, par exemple, quand vous faites des pompes, au début, elles ont la même vitesse. Et quand vous voyez que ça ralentit, vous pouvez arrêter à ce moment-là. Ça veut dire que le muscle, il a dit, ah, j'ai fatigué, et de s'arrêter là. Et en fait, ça va provoquer des réactions dans votre corps. Vous allez récupérer. Et la prochaine fois, vous pourrez probablement en faire plus. Et de construire tranquillement comme ça. Juste une aparté, c'est vrai que Pierre et moi, pour les gens qui ne connaissent pas de votre communauté, on est kiné, on en a parlé un petit peu. Ouais. Quand on se lance dans le sport, surtout quand on est en surpoids, c'est une très bonne idée. Donc, comme tu dis, la zone 2, moi je trouve que c'est essentiel, c'est vraiment une clé de voûte. Mm. Attention à la haute intensité au début, de ne pas en Mm. faire trop, toujours d'être progressif. Et vraiment, c'est ce mot que je répète et qui revient dans tous les podcasts, c'est vraiment la progressivité au niveau des charges, des répétitions, de pas Mm. hésiter à comment et déjà l'exécution aussi des mouvements, de pas hésiter aussi à se renseigner, donc regarder des vidéos sur Internet, comment bien faire par exemple du gainage, comment bien faire une pompe, comment bien exécuter les mouvements, c'est important. Pas aussi se dire plus je vais faire de mouvements, mieux ça va être. Vaut mieux faire 3 pompes exécutées de la meilleure des façons plutôt que faire 3 pompes pour en faire n'importe quoi en compensant avec le dos Mm. et en venant chercher aucun gainage. Donc ça, c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent parce que je pense que ces gens qui sont pas, peut-être pas sportifs et sédentaires, comme le disait Mo au début, ils ont plus de chances de se blesser au départ que des gens comme nous qui faisons un petit peu de sport régulièrement. Donc ça, c'était un petit peu une apportée par rapport à ça. Et toi, Mo, qui a été en surpoids, quel conseil tu pourrais dire par rapport justement à ça? Tu as été blessé, tu as eu une tendinite, j'ai entendu. Ouais, Et j'ai une c'est ce que tu as tendinite, fait mais après? longtemps après, ouais. C'était, Au niveau justement de ça, de l'activité physique, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour eh commencer? ben, ce que je vais vous dire, j'ai compris après, c'est que moi j'ai eu la chance d'avoir été mis à la course à pied par mon frère, parce que mon frère c'est un grand coureur, enfin un grand coureur à son niveau. Il court beaucoup et du coup il m'a donné il m'a contaminé à la course à pied. Et du coup, moi, j'ai commencé par la course à pied dans l'objectif de maigrir et c'était la pire des choses parce que je n'y ai pas été progressivement. Donc, du coup, moi, ce que ça faisait, c'est que je me dégoûtais de ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'il peut y avoir ou la blessure ou se dégoûter. Moi, j'ai été une personne en situation d'obésité, mais toujours sportif, toujours été actif. Ok. Mon problème, c'était Mm. que j'apportais trop d'énergie mais j'ai toujours été actif, toujours fait du sport, du foot, du basket, de la boxe, et j'ai toujours été actif. Donc, si vous voulez, j'avais déjà une masse musculaire assez importante pour soutenir le choc de la course à pied. Donc, j'ai eu aucun problème de genou, de cheville, de hanche, zéro. Et c'est ça où les gens qui commencent la course à pied et se disent ah mais ça fait mal, c'est parce que c'est les bonnes chaussures. Nanana. Non, peut-être que d'abord il faut faire du renforcement musculaire avant de se mettre à la course à pied, parce que le souci c'est pas la course à pied en soi, c'est peut-être le manque de masse musculaire. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est ça. Et le problème, c'est que de faire trop de cardio, je me suis retrouvé, et en faisant un peu n'importe quoi au niveau de la diète, c'est que je me suis retrouvé avec un physique qui me plaisait pas du tout. Moi, j'allais vers un physique athlétique et je me suis retrouvé vers un physique qui me plaisait pas. Plutôt flasque, sans trop de masse musculaire. Et c'est parce que je me suis buté au cardio en oubliant cette phase de renforcement musculaire. Et quand j'ai rééquilibré surtout au niveau de la diète et mes entraînements en intégrant beaucoup plus de renforcement musculaire, j'ai pu atteindre le physique que j'ai aujourd'hui, que j'arrive à maintenir, etc. Donc voilà. Et donc si je devais recommencer les choses à zéro, je continue,
reprendrai la course à pied, mais peut-être à une intensité, comme tu le disais, zone 2, tranquille, etc. Et pas essayer de courir le plus longtemps possible à chaque sortie, tu vois. Ouais, c'est Et ça. c'est un peu tout ce que les gens font, hein, et c'est les erreurs que j'ai fait. Ouais, C'est chaque sortie, bon, j'ai fait 10 minutes, faut que je fasse 15. tu vois, moi, tu as raison, c'est exactement ça. Et juste, je le dis pour les auditeurs, parce que c'est vrai que moi, je cours un petit peu aussi. Et en fait, le problème par rapport à ça, c'est que la course est très accessible. Et on se dit que faire 4-5 km, c'est donné à tout le monde. Mais pas du tout. En fait, le problème, c'est pas du tout le surpoids. C'est juste que vous avez jamais couru et que votre corps, il n'est pas du tout habitué aux impacts. Donc, il faut juste commencer progressivement avec une alternance de marche et de course, faire 1 minute, 2 minutes, et progressivement, le lendemain, on voit comment le corps a réagi et on augmente. Parce que c'est vrai que 5 km, si on fait ça pendant la première séance, ça va aller, deuxième, ça va aller, mais au bout d'un mois, si vous avez jamais couru avant, c'est beaucoup trop. Donc, juste pour les gens qui nous écoutent, la course à pied, c'est un excellent moyen, mais ne vous dégoûtez pas, comme tu l'as dit. Essayez d'être bien progressif et c'est hyper important. Et en termes de renforcement musculaire, toi, qu'est-ce que tu faisais, Mo? Non, moi j'ai commencé, Quand après tu le faisais, pardon. ouais, ouais, comme j'ai commencé, ça a été, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais j'ai toujours fait au poids du corps. On peut dire, voilà, vous connaissez la méthode Lafay, des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait au début, quoi, des pompes, des tractions, des air squats, des fentes, etc. J'y étais progressivement. Et voilà, j'ai eu des phases salle de musculation, mais c'est toujours pareil. Je m'ennuie assez vite en soulevant de la fonte. Et aujourd'hui, ce que je continue la course à pied. J'ai 3 entraînements par semaine et 3 entraînements de ce qu'on appelle du street lifting, c'est-à-dire des tractions, des dips, des pompes, mais lestés. Voilà, du poids. C'est ce que je fais. Et comment, si je fais mon régime, enfin, si je fais attention à moi, pardon, je suis en déficit calorique, mais je fais du sport, comment trouver le bon dosage entre les deux? Et si tu comptes pas tes calories, et c'est comme on disait tout à l'heure, essayer de manger autour des entraînements. Ok. La nourriture, en fait, c'est ton ami, c'est ton allié. Essaye de manger autour, un peu avant, un peu après. Si le confort digestif, il est pas trop là, tu peux manger un tout petit peu, genre une banane, une cuillère de miel dans ton eau pour apporter un peu d'énergie, juste pour t'entraîner. Mais surtout, essaye de manger après. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser tes réserves de glycogène, donc des réserves d'énergie, de sucre qui sont stockées dans tes muscles, dans ton foie, et pendant l'entraînement. Donc du coup, tu as besoin pour le lendemain ou le surlendemain de refaire le plein de cette énergie. Donc, essayer de manger autour de ces entraînements, c'est intéressant. Morgane, un mot sur l'activité physique pour finir peut-être, si tu as Ah, quelque chose à rajouter. ouais, il y a la double, On n'a pas parlé d'hydratation, mais bon. ouais, Vas-y, non, oui. le, T'es libre, hein, vas-y, on en parlera après. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux aspects, à la fois le renforcement musculaire pour essayer de maintenir sa masse musculaire autant que possible, surtout quand on est en perte de poids, pour les raisons que j'ai données, parce qu'on perd forcément un peu de masse musculaire avec la graisse que l'on perd. Et d'avoir ce côté cardiovasculaire pour maintenir de l'énergie et de garder son corps comme une machine qui brûle de la graisse. Alors, pour ce qui est de l'alimentation, moi j'essaierai de compenser un petit peu quand on fait du cardio, sur les séances, surtout quand ça commence à être des séances longues, etc. Si on essaie de maintenir ses calories et qu'on crée des déficits, si on fait des sorties de 1 heure, 1 heure et demie, etc., et on commence à créer des déficits de 400, 600, 800, 1000 calories, c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de comprendre un petit peu ça et de se renseigner sur le nombre de calories qu'on peut brûler pendant une séance de zone 2. Donc d'essayer si ça commence à durer 1 heure, d'essayer de dire, bon, bah, je vais manger 400, 600, 800 calories, dépendant de sa masse musculaire et de ce qu'on dépense, mais d'essayer de compenser un petit peu les séances de cardio donc en mangeant peut-être un petit peu avant, un petit peu après, ou même pendant, si on a la capacité, parce que sinon ça peut créer des gros problèmes de grosses fringales, etc. Les jours d'après, on commence à se dire, mais pourquoi j'ai aussi faim, pourquoi je suis aussi fatigué? C'est parce qu'on a eu du mal à compenser ça. La muscu, elle, on peut essayer surtout se concentrer sur les protéines pour la musculation, mais la dépense calorique est quand même moins importante en musculation. On pourrait presque maintenir et juste créer le déficit grâce à ces séances de musculation, mais d'essayer de maintenir la quantité de protéines qu'on a pour construire du muscle. Mais voilà, c'est deux choses qu'il faut essayer de gérer un petit peu différemment en ce qui concerne la nutrition et l'activité sportive. Ben, merci beaucoup, Morgane. Et dernière question pour moi, après, je ne sais pas si Pierre aura une dernière question. On en a déjà parlé un petit peu vaguement.
Mais est-ce que on peut cibler une zone? T'as dit tout à l'heure que non, c'était la dernière zone qui allait partir. Mais par exemple, je sais pas, j'ai un petit peu de gras au niveau, je sais pas, des fessiers. Par exemple, je vais me faire du hip thrust. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ou pas spécialement? En fait, ce qui est intéressant faut comprendre, c'est que, en fait, tu vois, c'est des réserves d'énergie. Et en fait, ces réserves d'énergie, pour qu'elles soient utilisées, il faut qu'elles passent dans le sang. Et si tu as des veines qui passent par là, bah, en fait, c'est plus facile à les capter. C'est pour ça que, si tu veux, au niveau de la brioche, là, c'est un peu compliqué. Et à d'autres endroits, bah, ça va partir un peu plus vite. Là, pareil, j'ai fait un raccourci un peu Mario Kart, et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut pas cibler. Et après, tu sais, il y a des gens qui s'entourent de cellophane autour du ventre pour créer de la chaleur. Mais en fait, ça va marcher un tout petit peu. C'est vrai, ils vont créer un tout petit peu plus de chaleur à ce niveau-là. Donc, du coup, peut-être, oui, ils vont utiliser un tout petit peu. Mais c'est tellement insignifiant sur la globalité de ce qu'ils vont perdre, parce qu'on perd de façon globale, bah, que ça sert à rien, en fait. C'est complètement inutile d'essayer de chercher à cibler. Voilà ce que je Bon, dirais. bah, ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Une dernière question, Pierre, ou? Non, c'est bon, c'était très clair, hein. Sur tous les aspects, Ouais, je je pense pense que c'était bien. qu'on a bien décortiqué tout ça. Merci beaucoup les gars en tout cas d'avoir été présents. Donc rappelez-nous vos réseaux à tous les deux pour les gens, on les mettra en description, mais pour les gens pour qu'ils puissent vous suivre. Vas-y, Morgane. Moi, c'est Slow, S-L-O-W, méthode, à l'anglaise, M-E-T-H-O-D, sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, les podcasts, enfin voilà. Tout ça, c'est The Slow Method. La méthode lente, parce que j'ai voulu faire le contre-pied de tout le monde qui veut aller vite. Moi, je préconise d'aller plutôt lentement et de prendre son temps pour faire les choses. Et toi, Mo? Bananamo. Bananamo, comme ça se prononce, tout attaché sur tous les réseaux. Voilà. Ben, nickel. Ben, merci Sur beaucoup les Insta, gars. c'est Bananamo Insta. Mais bon, Bananamo, je pense que je me trouve. Ça marche nickel. Ben, merci beaucoup en tout cas les gars, on s'est Mais régalé. merci J'espère que ça aura été pour intéressant. votre accueil, en tout cas. Ouais, et Ouais, les gens, super, merci et beaucoup. n'hésitez pas les gens surtout à mettre des commentaires si vous avez des questions sur le podcast. On essaiera vraiment de vous répondre. Et donc vraiment, si vous avez, peu importe la question, n'hésitez pas à interagir, mettre des likes et pourquoi pas vous abonner à toutes nos différentes chaînes, que ce soit Mo, Morgan ou même notre podcast 1000%. C'est gratuit, ça donne beaucoup de force. On essaye de partager des infos, donc n'hésitez pas à nous aider à les Allez, les partager 5 au maximum. étoiles. Même moi, je fais l'effort. Merci à tous et à très très vite. Merci les gars. Eh oui. Ciao. Merci. Ciao les Merci de gars. nous Ciao, avoir ciao. écoutés. Merci Merci. beaucoup. Ciao. Ciao tout le monde.